Ça y est, on peut démarrer. Je me remets des petits commentaires comme ça, si je vois des choses passer, je peux interagir. Donc, comme je vous le disais, nous avons ce magnifique sommaire pour ce soir. Les clés d'une longévité en bonne santé. Il y a beaucoup de choses à dire. Je me suis éclatée à préparer cette masterclass parce que c'est riche. La longévité, en fait, forcément, ça touche à absolument tout ce qui concerne notre santé, sur le plan physique, émotionnel, mental. Ça touche au fonctionnement cellulaire, ça touche à la nutrition. Donc, c'est très vaste. Donc, je vais essayer, en fait, ce soir de vous apporter le max de valeur. Pourquoi ? Parce qu'en préparant aussi cette masterclass, j'ai regardé un petit peu les vidéos qui se faisaient, j'ai regardé un petit peu les contenus qui étaient à disposition, et j'ai souvent vu des choses où ça manque OK, en vrai, c'est quoi les données qui comptent le plus, en fait? C'est quoi le plus important? Donc, j'essaie vraiment de vous apporter ce qui, moi, m'a semblé le plus pertinent et ce qui me semble aussi essentiel à connaître, parce que mon but, c'est de faire de vous vos propres experts et c'est de vous donner de l'autonomie. Donc, avant tout ça, qui suis-je? Donc, je m'appelle Lisa Salis, je suis donc thérapeute, nutrithérapeute, naturopathe. J'ai fait pas mal d'études. D'abord, j'ai commencé par l'Ayurveda il y a quelques années, donc il y a 10 ans déjà. Je me suis formée au Sri Lanka en pratique ayurvédique et plus particulièrement en massage. Je me suis ensuite formée en médecine académique. Donc, concrètement, la médecine académique, c'est le tronc commun qu'on fait en Suisse. Je suis française, mais je me suis formée en Suisse parce que je trouve la qualité de leur formation assez exceptionnelle. Et ce tronc commun, en fait, c'est tout ce qui est anatomie, physiopathologie. C'est ce qui nous permet d'être reconnus comme thérapeutes et d'être remboursés par les assurances en Suisse. J'ai continué avec la nutrithérapie, qui est vraiment mon dada. C'est ma grande spécialité. Tout ce qui est autour de la nutrition m'anime énormément, comme tout le reste. On va dire que nutrithérapie, c'est le top. Et j'ai continué mon parcours avec la réflexologie plantaire, palmaire. C'est des choses qu'on voyait aussi en Ayurveda. J'adorais dire à ma patientèle, il y a ce que vous me dites vous, puis il y a ce que me disent vos pieds. Donc voilà, en général, c'est un outil complémentaire d'avoir une technique manuelle. Je me suis diplômée en naturopathie, puis j'ai continué ma formation continue en psycho-énergétique. Donc je me suis formée avec Michel Odoul, qui a notamment écrit « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Je me suis formée en Touch for Health, c'est une branche de la kinésiologie, en micronutrition, notamment digestive, sportive. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué avec les pratiques respiratoires. Je suis passionnée par le pouvoir de la respiration, mais aussi par le pouvoir du son, des fréquences sonores et de la musique. Donc, voilà pour mon parcours. J'aurais tendance à dire aussi que je suis, avant toute chose, une passionnée de la magie du corps, passionnée par nos capacités de régénération et par le pouvoir qu'on a sur notre santé. Je suis passionnée par la médecine sous toutes ses formes. Donc voilà, on peut le voir en respiration, donc souffle, musique, son, mais aussi mouvement, méditation, alimentation, eau, croyance, enfin bref, tout ce qui nous permet en fait de moduler notre état de santé, de moduler notre état d'être est quelque chose qui me passionne. Voilà pour ce qui concerne mon parcours. Ensuite, voilà quels sont les résultats d'études à connaître. Ça, pour moi, c'est assez hallucinant quand on voit ces chiffres. J'ai créé une académie de la santé préventive. J'ai créé une formation où j'ai aujourd'hui plus de 2600 élèves dans le monde francophone pour qu'ils deviennent des experts en nutrition préventive et holistique. Et la toute première vidéo que je leur ai faite, il y a donc 4 ans, parce que j'ai fait cette formation en 2020, je leur disais que 80% des maladies sont évitables, des maladies les plus mortelles aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on retrouve. Selon l'OMS, 80 à 90% des pathologies responsables de 88% des décès dans les pays développés. On était à 80% dans les données de 2011. Aujourd'hui, on est monté à 88%. Pourraient être évités. Ça, c'est fondamental à conscientiser. La toute première phrase, des facteurs liés au mode de vie peuvent prolonger la longévité sans maladie de 8 à 10 ans. Voilà, c'est énorme. L'adhésion à un régime méditerranéen est associée à une réduction de 25% des risques de maladies cardiovasculaires, de 33% de l'incidence du cancer et de 30% des risques de mortalité, toutes causes confondues. OK ? Si je continue. La restriction calorique à long terme entraîne plusieurs adaptations métaboliques. Je prends le temps de les lire parce que je pense que là, vous êtes bien frais, bien pimpant, vient juste de s'installer. Je prends le temps de les lire avec vous parce que c'est important de comprendre ces chiffres. La restriction calorique à long terme, c'est-à-dire le fait de manger
un peu moins de calories que ce qu'on serait censé manger d'un point de vue diététique, réduit le risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Le jeûne intermittent réduit l'inflammation et améliore la santé cardiovasculaire. Des régimes comme le 16-8 et le 5-2, je vais vous expliquer, ont montré des améliorations significatives de la sensibilité à l'insuline et une réduction des niveaux de glucose à jeun. Donc, le 16-8 et le 5-2, en fait, 16-8, ça veut dire qu'on va jeûner pendant 16 heures et on va manger sur 8 heures. Moi, j'aime bien aussi conseiller le régime 14-10, c'est-à-dire qu'on va jeûner pendant 14 heures et on va manger sur 10 heures. Pourquoi? Parce que selon les profils, surtout pour certaines femmes notamment, parfois il est difficile d'avoir un apport suffisant en nutriments sur 8 heures. Donc, parfois on élargit un petit peu. 5-2, c'est par rapport au jour. On va jeûner pendant 2 jours. On va avoir en fait une restriction calorique en dessous de 1000 calories pendant 2 jours. Et pendant 5 jours, on va manger normalement. Donc ça a des améliorations, ça apporte des améliorations significatives sur la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Un apport plus important en protéines végétales qu'animales est associé à une réduction de 10% de la mortalité globale. Et juste sur les maladies cardiovasculaires, ça a diminué de 11% chez les hommes et de 12% chez les femmes. Et pour la petite info dans l'étude, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a juste remplacé 3% des protéines animales par des protéines végétales. Et on a déjà ces résultats. C'est juste pour vous dire. Autre résultat d'étude hyper intéressant. Là, c'est la première ligne, une étude qui a été faite sur 17 000 élèves d'Harvard. C'est une activité physique, le fait qu'une activité physique modérée à intense a montré une réduction de 23% du risque des maladies cardiovasculaires et une augmentation de l'espérance de vie de 1 à 2 ans. Donc, c'est des anciens élèves, mais c'est ce que les études nous montrent. Une activité physique régulière induit une réduction de 20 à 30% du risque de mortalité, toutes causes confondues, par rapport aux moins actifs. Et les personnes qui dorment 7 à 8 heures par nuit ont le plus faible taux de mortalité, toutes causes confondues. Alors qu'à l'inverse, si on dort moins de 6 heures ou plus de 9 heures, on a une augmentation du risque de mortalité de 30%. Et ça, c'est une étude qui a été faite sur plus de 20 000 sujets en Finlande. Donc là, c'est juste déjà pour vous faire conscientiser le pouvoir de la nutrition, de la restriction calorique, du mouvement et du sommeil. Voilà. Et j'ai fait une story la semaine dernière sur Instagram où je disais c'est fou, plus je prépare cette masterclass, plus je me rends compte que ce qu'on propose dans l'académie, c'est vraiment, c'est vraiment le top parce qu'on parle de tout ça. On parle vraiment de tous ces piliers qui sont fondamentaux pour notre santé. Et quand on les optimise, quand on les améliore, quand on sait quoi faire, parce que je crois qu'il n'y a pas pire que croire qu'on fait bien alors qu'en fait non. Et c'est des choses que j'ai beaucoup vues en cabinet. Et ben en fait, quand on se forme, quand on apprend, quand on regarde une masterclass comme ça, eh bien, on a des leviers pour agir sur notre santé et ça, c'est génial. Il faut savoir qu'environ 900 000 personnes en France sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie dégénérative, plus particulièrement neurodégénérative apparentée. On estime qu'environ 225 000 nouveaux cas de la maladie d'Alzheimer sont diagnostiqués chaque année, ce qui est énorme. Et couplé au vieillissement de la population, parce que bien sûr, on considère aussi qu'on a une population de plus en plus vieille par rapport aux jeunes, le nombre de personnes atteintes de démence en Europe pourrait quasiment doubler d'ici 2050. Voilà. Donc, tout ce qu'on va voir ce soir, c'est pour prévenir ces maladies de civilisation. Ces maladies de civilisation, c'est les maladies neurodégénératives, c'est les cancers, les diabètes de type 2, les maladies cardiovasculaires et certaines maladies pulmonaires qui, elles, sont dites de civilisation par rapport à l'air pollué, par rapport au tabagisme. Donc, nous, on a moins d'action par rapport à l'alimentation, si ce n'est, se mettre au vert et ne pas fumer. Mais comme je le disais à mes élèves dans cette introduction de ma formation, 80% de ces pathologies sont évitables avec une bonne hygiène de vie. Plus particulièrement, pour être beaucoup plus précise, on est sur 80% des diabètes de type 2 sont évitables. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, et ce depuis 2011. Et comme je disais précédemment, les chiffres ne font qu'augmenter. C'est 80% des maladies cardiovasculaires et c'est 40% des cancers, tous confondus, plus particulièrement 70% des cancers digestifs. OK? Donc ça, c'est pour les chiffres. Donc maintenant qu'on a bien ça en tête, je pense qu'on a tous conscience de ce qu'on peut faire par rapport à ce vieillissement et comment faire en sorte de limiter la maladie quand on vieillit. Déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'une mort avant 120 ans, elle serait prématurée.
En fait, c'est tout simplement parce qu'on a une loi en fait qui explique ça. Cette loi, c'est tout simplement le fait que c'est une loi à la base qui a été faite, c'est la loi de Buffon de mémoire. Dites-moi si je me trompe, voilà, dans l'assemblée, mais de mémoire, c'est la loi de Buffon qui en fait a étudié les animaux, leur morphologie et surtout leur niveau de maturation. Et en gros, nous, en fait, on mature jusqu'à l'âge de 20 ans en moyenne, et après, le vieillissement commence. 20, 25 ans, parfois un peu moins. Et sur cette étude qui a été faite notamment sur les mammifères, lui, ce qu'il constate, c'est qu'en général, après l'âge de maturation, on va le multiplier en fait par 5 ou par 7 et on va avoir une longévité potentielle. Donc nous, si notre âge de maturation c'est 20 ans, on serait censé vivre entre 100 et 140 ans, donc en moyenne 120 ans. De manière générale, c'est ce qu'on voit aussi chez les centenaires. On va, chez des personnes qui ont une hygiène de vie parfaite, on va vraiment se retrouver avec... alors, j'ai l'impression que ça passe... Ah non, c'est bon. On va se retrouver avec des centenaires qui atteignent facilement 110, 115, 120 ans. Et donc, on considère, avec cette approche de la longévité, qu'avant 120 ans, bah, c'est une mort qui, d'une certaine manière, est prématurée. Pour parler un peu plus scientifique, il y a 9 caractéristiques communes du vieillissement qui ont été identifiées. Ces caractéristiques, donc là, comme vous pouvez le voir dans les slides, tac, c'est l'instabilité génomique. Donc, l'instabilité génomique, c'est tout simplement l'accumulation de dommages, de mutations dans l'ADN qui peut perturber le bon fonctionnement des cellules. Ensuite, on a l'altération épigénétique. Je vous ai mis entre parenthèses la modulation de l'expression des gènes. En fait, c'est tout ce qui affecte l'expression des gènes et c'est ce qui peut influencer le vieillissement en modifiant leur activité. Et ça peut réveiller des gènes qui sont propres à la maladie. C'est-à-dire qu'on peut être porteur du gène du cancer du sein, par exemple, mais par contre, on peut ne jamais l'activer. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur des vrais jumeaux qui montrent qu'ils sont tous les deux porteurs du même gène, ils ont le même potentiel à exprimer ce gène de la maladie, mais ce qui va faire que l'un tombe malade et pas l'autre, c'est son hygiène de vie, c'est sa nutrition, c'est sa manière de gérer son stress, c'est l'air qu'il respire, c'est le niveau de toxicité de son environnement, c'est les émotions, les pensées, les croyances qu'il va avoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. OK ? Donc, les altérations épigénétiques, c'est tout simplement, il y a un environnement qui n'est vraiment pas bon. Les cellules baignent dans un environnement de stress avec des émotions mauvaises, avec des croyances, des croyances, des pensées négatives. Tout ça va moduler l'expression du gène. Ensuite, la perte de la protéostasie, c'est tout simplement le fait qu'avec l'âge, on va avoir des protéines qui peuvent être mal pliées. La notion de pliage des protéines, en fait, c'est tout simplement qu'on va avoir une altération de la structure des protéines quand elles sont fabriquées. Du coup, on va avoir une modification de leur fonction, de leur qualité, et ça peut donner des gros troubles de dysfonctionnement cellulaire. Ça peut donner des maladies dégénératives, des troubles métaboliques et d'autres problèmes de santé. Autre caractéristique, c'est la régulation perturbée de la détection des nutriments. Alors ça, en fait, il faut savoir que notre corps est en capacité de détecter un nutriment qu'on lui apporte et de comprendre la quantité qu'on lui apporte. Par exemple, si je bois un coca, mon corps va tout de suite détecter, va se dire « Oh là là, attends, il y a beaucoup trop de sucre », donc il va sécréter beaucoup d'insuline pour réguler en fait mon taux de sucre dans le sang. Avec l'âge, on constate que cette régulation, elle est perturbée. Et donc, le métabolisme et l'activité va être non plus modulée correctement, et c'est ce qui peut donner des troubles du métabolisme et donc des problèmes de santé. Ensuite, on observe dans les phénomènes de vieillissement toujours une dysfonction mitochondriale. Donc, je vais vous en parler des mitochondries tout à l'heure. Mais juste pour dire rapidement ici, les mitochondries, c'est des centrales énergétiques qu'on va retrouver au niveau de la cellule. Quand elles ne fonctionnent pas bien, en fait, ça peut donner des gros dommages oxydatifs et ça va nous faire vieillir plus vite, ça va ralentir le métabolisme et ça va donner de la fatigue chronique. On se sent tout le temps crevé quand nos mitochondries ne fonctionnent pas bien. Ensuite, la sénence cellulaire, c'est l'arrêt de la division cellulaire ou le fait que les cellules, en fait, pètent un peu les plombs. Du coup, leur fonction, elle est plus remplie correctement. Et ça peut contribuer à l'inflammation et ça peut engendrer un vieillissement prématuré également. On va avoir l'épuisement des cellules souches également. Donc, les cellules souches, c'est clairement ce qui nous permet de nous régénérer. Quand on a un foie qui se régénère, une peau qui se régénère, notre rétine qui se régénère, c'est grâce aussi aux cellules souches qui ont cette capacité de se spécifier. Et avec l'âge, cette capacité de régénération est limitée, voire s'arrête.
Ensuite, on a la communication intercellulaire qui est altérée. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cellules sont tout le temps en train de s'envoyer de l'information, des signaux pour que tout fonctionne bien. Donc, avec la vieillesse, on constate en fait qu'il va y avoir une altération de cette communication. Et pour ça, pour éviter ça, en tout cas, nous, on va vraiment s'intéresser aux membranes cellulaires. Parce que c'est au niveau des membranes cellulaires qu'on va retrouver en fait tous les récepteurs et tout ce qui permet d'envoyer également les signaux. Et puis enfin, on a le raccourcissement des télomères. Donc les télomères, c'est en fait sur chaque chromosome, on a des télomères. Donc c'est des petits, en fait c'est ce qui détermine la durée de vie de nos chromosomes. Donc en fait je vais vous passer une autre slide pour ça, voilà. Donc sur la droite vous avez une petite image de chromosome. En fait les télomères sont situés à leur extrémité et ils protègent l'intégrité de l'information génétique durant la réplication cellulaire. Pour un petit rappel d'SVT rapide, en fait, un chromosome, c'est une structure filamenteuse qui se trouve dans le noyau des cellules. Et c'est un mélange de protéines et de molécules d'ADN. Et chaque chromosome joue un rôle crucial dans la transmission de l'information génétique de génération en génération. D'accord ? C'est ça qui est détenteur de la génétique et donc des mémoires de nos ancêtres aussi. Donc maintenant, plus précisément, les télomères, ce sont ces petites structures qui sont situées à l'extrémité des chromosomes, qui vont se raccourcir progressivement à chaque division cellulaire. Et quand ils deviennent trop courts, ça peut déclencher un arrêt de la division cellulaire ou sa mort. Ok ? Donc, ce qui va favoriser, là en l'occurrence, le raccourcissement de ces télomères, c'est le stress, qu'il soit endogène ou exogène. Ça veut dire si j'ai un stress extérieur, si je suis stressée dans mon travail, si j'ai des soucis financiers, si je suis tout le temps sujet au stress parce que je regarde tout le temps les infos et que c'est terrible ce qui se passe, forcément, ce stress-là est exogène, il vient de l'extérieur, il va avoir un effet négatif sur mon corps. Il y a le stress oxydatif endogène, qui lui est normal, c'est-à-dire que quand une cellule doit mourir et se régénérer, il y a un facteur oxydant qui se met en place et c'est tout à fait normal en fait d'avoir ce stress-là. Par contre, quand il commence à partir en sucette et qu'il y a tout qui s'inflamme et qu'on a plein de bombes atomiques dans le corps parce qu'il y a de l'inflammation, parce qu'on fait beaucoup trop de sport de manière excessive et qu'on ne compense pas avec un apport en antioxydants, c'est-à-dire ce qui va protéger nos cellules des bombes, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif endogène et il est négatif. Voilà. En fait, le stress n'est jamais, c'est toujours un peu c'est une balance en fait. Qu'il soit extérieur ou intérieur, il a son pourquoi, il a son intérêt. C'est bien d'avoir un peu de stress. Par contre, c'est la réponse au stress quand il est extérieur et à l'intérieur, c'est quand il est en excès que là, ça pose problème. Autre facteur accélérant du fait que ces télomères rétrécissent et que du coup, on risque de mourir plus vite, pour parler crûment, c'est l'inflammation systémique ou de bas grade. Donc, je vais vous en reparler. J'ai fait une masterclass complète sur ce sujet. Je vais vous inviter à la regarder parce que c'est extrêmement complémentaire à ce qu'on voit ce soir. Le mode de vie, évidemment, si je fume, si je bois, si je mange des fast-foods, si je mange beaucoup de fritures, si je mange beaucoup de produits cramés, si je fais pas d'exercice, si je suis tout le temps derrière mon ordinateur, si je suis dépressif, que je me fais pas accompagner, etc., 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 forcément, mes télomères, ils vont faire la gueule. Et bien sûr, des états pathologiques, l'obésité, des diabètes, l'hyperglycémie, le syndrome métabolique, tout ça, ce sont des choses qui vont favoriser en fait la réduction des télomères. Voilà pour ça. Maintenant, en plus des télomères, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on parle de télomères, on parle de la théorie de l'horloge biologique. Parce qu'en fait, on se dit, on a ces petits bouts au bout de nos chromosomes qui, en fait, sont une espèce de compteur de la longévité, en fait, de nos cellules. Et plus ils raccourcissent, plus on meurt. Donc, c'est un peu l'horloge biologique d'une certaine manière. Mais il y a d'autres théories qui existent et qui sont hyper intéressantes et qui permettent aussi de comprendre les causes majeures du vieillissement sous toutes ses formes. Donc, désolée pour les noms compliqués, mais je vais vraiment vous expliquer. On vous enverra ce PowerPoint aussi pour que vous puissiez, je l'ai pas mal détaillé justement pour que vous puissiez vraiment vous y référer par la suite. Et j'ai mis les noms comme ça, des chercheurs, des médecins qui en parlent pour que vous puissiez aussi creuser si le sujet vous intéresse. Donc, pour simplifier, ce nom horrible, la polymérisation des tissus conjonctifs. En fait, c'est tout simplement le fait que nos organes ont tendance à se scléroser et nos tissus conjonctifs à dégénérer. Et on verra, la meilleure manière d'y remédier, c'est de les utiliser. En gros, c'est d'utiliser nos tissus conjonctifs, nos tendons, nos muscles, etc. Et c'est de préserver nos organes. Donc, au lieu de manger comme 5,
eh ben, on va plutôt privilégier un repas que mon estomac est en capacité de digérer, que mon pancréas est en capacité d'assimiler, que ce soit au niveau enzymatique ou pour gérer la glycémie. Sinon, on épuise ses fonctions, on épuise sa capacité à produire des enzymes digestives. Et en fait, au bout d'un moment, ben, en fait, forcément, on brûle la chandelle par les deux bouts. Ensuite, la théorie de la substance amyloïde. Donc, en fait, cette substance amyloïde, pour vous expliquer simplement, c'est des agrégats de protéines anormales qui se déposent dans les organes et les tissus. En fait, c'est comme des plaques interstitielles qui sont formées de ce qu'on appelle des mucopolysaccharides et de lipides. Et ces plaques, en fait, elles vont déclencher une réaction inflammatoire en cascade. Et ça vise aussi le neurone, et c'est pourquoi on dit que c'est aussi neurotoxique. D'ailleurs, dans la maladie d'Alzheimer, ces plaques sont impliquées, car elles sont associées à une dégénérescence neuronale et à une perte des fonctions cognitives. Et dans le diabète de type 2 aussi, par exemple, ces dépôts se forment dans le pancréas, et ça interfère avec la fonction d'insuline. Donc, concrètement, la cause nutritionnelle de ça, c'est tout ce qui est trop cuit, c'est tout ce qui est grillé, c'est tout ce qui est toasté, c'est ce qui crée ce qu'on appelle des molécules de Maillard toxiques qui induisent en fait une réaction de brunissement. Donc, ça apporte un bon goût un peu caramélisé, comme dans les croûtes de pain, les viennoiseries, les croissants, les chocolatines et pains au chocolat, le fromage cuit également. Moi, j'adore par exemple le halloumi grillé. Ouais, sauf qu'en fait, il faut vraiment le limiter parce qu'on est typiquement dans cette réaction de caramélisation. Et ça génère ce qu'on appelle des produits de glycation avancée qu'on appelle les AGE. Et ça contribue à l'agrégation en plaques de ces protéines. Et ça, le corps ne sait pas les éliminer. C'est l'un des facteurs les plus pro-oxydants qu'il y ait et un facteur de vieillissement prématuré majeur. Voilà. Ensuite, on a justement la théorie de l'oxydation. Donc, ça va de pair avec ça. On est vraiment dans ces radicaux libres, dans ces toxiques, dans ces excès alimentaires, dans ces modulations en fait des nutriments qui s'agglutinent. C'est aussi tous ces produits chimiques. Les radicaux libres, en fait, c'est à la fois produit par le corps, comme je disais précédemment, pour aller détruire les cellules quand elles doivent l'être et se régénérer, mais c'est aussi tout ce qui vient de l'extérieur et tous les toxiques. Et ça va s'attaquer à nos membranes cellulaires, à tout ce qu'il y a dans nos cellules, donc les mitochondries, les ribosomes, le noyau de la cellule. Et en fait, ça décuple en fait l'effet bombe dans l'organisme. En fait, c'est ce qu'on appelle en fait comme une rouille cellulaire. Et c'est ce qui fait que la meilleure protection contre cette oxydation ou cette rouille, c'est les antioxydants. Et c'est pourquoi dans l'alimentation de longévité, on va beaucoup parler des antioxydants qu'on verra en détail demain soir. Ensuite, on a la théorie de la suralimentation. Donc en fait, il faut savoir que le fait de trop manger, de trop grignoter, ça favorise tout ce qui est en hypercholestérolémie, hyperglycémie, les troubles métaboliques. Donc quand je parle de troubles métaboliques, de syndrome métabolique, c'est l'embonpoint au niveau du ventre, c'est une glycémie qui est trop haute, c'est une sensibilité qui diminue à l'insuline, c'est un foie gras, c'est des troubles cardiovasculaires, tout ça c'est dans le syndrome métabolique. Et ça génère de l'inflammation. Donc concrètement, tout ça c'est ce qui nous rend malade. Ok. À l'inverse, on a aujourd'hui des médecins comme le docteur Longo, Walter Longo, les moines Shaolin, dans le yoga aussi. On prône vraiment cet ascétisme et cette alimentation qui est naturelle. Et on verra chez les centenaires aussi, on se rend compte que dès qu'on consomme, dès qu'on a en fait une restriction calorique, eh ben, la santé se porte beaucoup mieux. On va parler de frugalité tout à l'heure. Ensuite, on a la théorie hormonale qui a été énormément développée par le docteur Thierry Hertog. Là, en fait, c'est tout simplement le constat qui est que, avec le temps, nos glandes, elles commencent à fatiguer et on va avoir une diminution progressive de la synthèse, c'est-à-dire de la fabrication et la libération de nos hormones. En plus, si on considère qu'il y a cette communication entre les cellules qui se fait moins bien, que les récepteurs des cellules, parce que les membranes sont altérées, qui se fait moins bien, même si on a suffisamment de production de ces hormones, et peut-être que les cellules vont moins bien les capter. J'ai par exemple écrit 3 articles au sujet de l'hypothyroïdie. Je vous parle de l'hypothyroïdie, de la maladie de Hashimoto, et ensuite un autre article qui est plus axé solution. Et je parle du fait qu'on peut doser notre TSH autant qu'on veut, on peut doser la quantité que notre thyroïde, la quantité d'hormones que va sécréter notre thyroïde. Mais si on n'est pas en capacité d'aller voir la capacité que nos cellules
que les membranes cellulaires vont avoir à réceptionner ces hormones, c'est ce qui fait que justement, on se retrouve parfois avec des symptômes d'hypothyroïdie alors que les analyses vont bien. Et en fait, en vieillissant, ce genre de choses, ça peut s'aggraver. Voilà. La théorie ensuite environnementale, donc là clairement, ça met l'accent sur la pollution de l'air, sur la pollution électromagnétique, qui met en péril la santé, ainsi que les métaux lourds. C'est tous les toxiques qu'on retrouve dans notre environnement, dans notre eau, dans l'alimentation. D'ailleurs, dans la formation Infinutri, je ne fais un module complet juste sur l'eau et sur les toxiques qu'il y a dans l'alimentation, les pesticides, les herbicides, etc., comment s'en prémunir, mais aussi tout ce qu'il y a dans nos produits, comment on appelle ça? Les tupperwares, les poêles, les ustensiles de cuisine. Voilà. Donc voilà, ça c'est un gros sujet et c'est vraiment important d'en prendre conscience et ça fait partie d'une démarche de longévité que de se renseigner sur tout ça. Et ensuite, on a également donc, la théorie énergétique, donc tout ce qui est en lien avec la médecine chinoise, l'Ayurveda, l'approche orientale. Donc on est dans quelque chose d'un peu plus subtil. Selon ces visions-là, en fait, on va considérer que la vie, donc déjà de base, scientifiquement, on considère que la vie, c'est un mélange de matière et d'énergie. Et selon ces visions, en fait, cette énergie, on va l'appeler le qi, selon la vision chinoise, ou le prana, selon la vision indienne. Et cette énergie va circuler à travers nos méridiens, vision chinoise, à travers nos nadis, vision ayurvédique. Et ce sont en fait nos canaux de circulation. Et on considère, toujours selon ces visions, que cette énergie va se centraliser dans des vortex d'énergie qu'on appelle les chakras. Et ces vortex sont situés tout le long de notre colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet du crâne, pour ce qui est du plan physique. Et c'est aussi représentatif de l'importance aussi du système nerveux central qui se retrouve dans la colonne et de cette concordance qu'il y a aussi avec l'énergie qui est condensée à cet endroit-là. Et on considère en fait que cette énergie, elle va précéder et commander toutes les fonctions biologiques du corps et son homéostasie. Quand on parle d'homéostasie, en fait, c'est en fait le retour naturel à l'équilibre du corps. Il le fait tout seul, on n'a pas besoin d'y penser. Il enclenche plein de processus pour toujours retourner à l'équilibre. Un équilibre qu'on n'atteint jamais, sauf quand on est mort. C'est pour ça que c'est tout à fait normal d'avoir trop chaud, trop froid, et puis après d'être essoufflé, et puis d'avoir une respiration calme, d'avoir des hauts, des bas. C'est tout à fait normal, en fait. Et c'est le processus d'homéostasie qui gère aussi tout ce qui n'est pas propre à notre conscience, tout ce que notre conscience ne peut pas évaluer, comme le taux d'oxygène, le dioxyde de carbone, la quantité d'enzymes qu'on va sécréter, etc., etc. Au niveau des énergies, ce qui est bon à savoir, c'est qu'on en a deux types. On a l'énergie ancestrale qui, elle, vient clairement de notre patrimoine génétique, c'est ce qui est transmis au moment de la fécondation. J'ai fait un podcast sur la grossesse où je vous parle de cette énergie ancestrale de manière un petit peu plus approfondie et je vous explique comment transmettre le mieux à nos enfants quand on est en train de concevoir. Et puis, il y a l'énergie vitale qui, elle, on a beaucoup de leviers pour l'améliorer parce que c'est tout ce qui est venu, tout ce qui arrive par nos aliments, par l'eau, par l'air qu'on respire et donc sa qualité, par le contact avec la nature, donc les arbres, les animaux, l'exposition au soleil, les bains dans les eaux naturelles. C'est les échanges avec les humains, les câlins, la sexualité, la tendresse. Et c'est aussi tous les exercices énergétiques, comme on peut retrouver dans le Qigong, dans le Tai Chi, dans le yoga également, qui vont assurer une bonne circulation de l'énergie. Et d'ailleurs, l'acupuncture aussi est très efficace et elle agit en fait sur cette capacité à aller libérer l'énergie quand elle est bloquée quelque part. Et puis enfin, on a les théories spirituelles. Alors là, en fait, c'est vraiment tout ce qui fait le pont entre notre vie physique mortelle et l'immortalité de l'âme, de l'esprit. Donc là, c'est des enseignements qui nous invitent à vivre en fait une vie meilleure, à devenir des humains plus bienveillants. Donc c'est tout ce qui est propre à la sagesse, aux philosophies. Et là, aucune religion n'a besoin de rentrer ici. Ça pourrait, parce qu'il y a des enseignements qui sont très puissants dans certaines religions, à condition qu'on ne parle pas dans des dogmes, à mon sens. Mais même sans religion, en fait, là ici, l'idée c'est de vraiment comprendre que on va aller intégrer on va aller connecter en fait à une forme de sagesse. L'idée c'est de comprendre qu'en étant confronté à la mort physique, en fait, c'est ce qui peut nous amener à une quête de sens et donc à intégrer un comportement aussi plus humaniste, un comportement qui fait qu'on se sent nourri et on le verra, qui contribue aussi à notre longévité. Parce que quand on étudie le comportement des centenaires, la spiritualité est extrêmement présente
la notion de service est extrêmement présente. C'est le fait de se sentir utile dans une communauté bienveillante, de se sentir intégré, quelque chose qui compte énormément. Donc là, dans ces théories spirituelles propres aussi à la longévité, on va retrouver toutes les approches aussi qui prônent l'art et l'expression du génie créatif pour laisser une empreinte dans le monde et pour transmettre aux générations futures. C'est aussi tout ce qui nous invite à accepter les expériences de la vie, à les embrasser pour en voir les leçons, en tirer les enseignements. C'est toutes les approches mystiques du dharma ou de la théosophie, où, selon ces visions, le but de la vie humaine est d'expérimenter, d'évoluer. Et donc, on met un sens initiatique sur la vie. Et en fait, c'est ce qui fait que les valeurs de l'ego individuel, elles peuvent au fur et à mesure laisser place à des valeurs plus hautes, où l'autre est vu comme son égal, où il y a un esprit beaucoup plus communautaire, et où les valeurs majeures, en fait, sont l'amour, le respect et le partage. Et c'est ce qui apporte une profonde sagesse, et c'est ce qui apporte un potentiel créatif qu'on retrouve chez les peuples centenaires. Donc ça, c'est important parce que quand on est dans une approche holistique de la santé, prendre tout ça en compte nous permet de voir tous les leviers à notre disposition et tout ce qui peut influencer notre état de santé. Parce que comme je le disais précédemment, dans l'épigénétique aujourd'hui, il est reconnu que l'hygiène de vie, le stress, l'air agit sur notre santé, agit sur l'expression de nos gènes, mais au-dessus, on y met nos croyances, nos pensées et nos émotions. Quand je pense quelque chose, il se passe une réaction chimique dans le corps en lien avec l'émotion corrélée à ma pensée. Et cette réaction chimique va créer une espèce de bain dans lequel vont baigner mes cellules. Donc quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Et donc c'est ce qui fait que quand on met du sens, quand on arrête de voir tout le monde comme un ennemi, et ben c'est forcément il y a quelque chose qui se transforme aussi dans notre chimie intérieure. Et je pense que il y a c'est là en fait aussi qu'on peut se dire c'est quoi cet enjeu dont je parlais précédemment en fait autour de la longévité et autour parfois ok, la longévité, être en bonne santé, le plus longtemps possible, le mieux possible, mais quand on voit parfois le monde, moi je sais que j'ai une maman qui est très sceptique au niveau écologique, qui a beaucoup de peur par rapport à ça. J'ai beaucoup d'amis qui ne veulent pas d'enfants à cause de ces raisons-là. Aujourd'hui, on voit que le monde implose absolument à tous les niveaux. Et en fait, moi, ma vision par rapport à ça, c'est que je pars en fait de la notion de relation à soi. Je pense que notre état de santé est à l'image de la qualité, de la santé, de la relation qu'on a avec les autres, si je puis dire, et donc de la relation qu'on a avec soi-même. Donc la question à se poser, c'est est-ce que je suis tout le temps en guerre avec les autres, avec ma famille, avec mes amis, avec mon partenaire, avec mes voisins, avec ma communauté? Ou est-ce que je prends conscience que ces relations, elles sont le reflet de la relation que j'entretiens avec moi-même, de ma manière de réagir aux événements, des rejets que je peux avoir de certaines situations difficiles dans ma vie? Et je conçois que parfois, il peut être plus facile d'être en colère, d'être révolté par rapport à ce qui peut se passer, que ce soit d'ailleurs là, maintenant, ou dans un passé proche ou lointain, ou même dans la petite enfance, plutôt que d'accueillir la tristesse, d'accueillir la solitude qu'on peut ressentir face. Alors là, ce sera personnalisé, mais ça peut être l'incompréhension, l'injustice, la mésentente, la bêtise, l'absurdité, les abus, le manque. Le manque d'amour, le manque de respect, le manque de fraternité, le manque de soutien, le manque d'écoute, etc., etc., etc. Et en fait, pour moi, en fait, c'est cette relation à notre vécu, c'est notre capacité à embrasser ce qu'on ressent profondément, à accepter, en fait, ce qui nous vient de notre passé, de ce que la vie, en fait, nous met sur un chemin qui est aussi une voie de guérison et d'une certaine manière, une voie vers la longévité sur tous les plans. Parce que pour moi, en fait, c'est une voie d'amélioration de la relation à soi et donc de la relation à l'autre. Parce que ce que je projette à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qu'il y a de beau, en fait, c'est qu'aujourd'hui, cette relation entre le macro et le microcosme, les anciens Chinois l'avaient très bien compris, ils l'expliquent dans la voie du Tao, mais aujourd'hui, à travers des travaux
qui sont faits selon la vision quantique et qui sont très bien démocratisés par des personnes comme Joe Dispenza, comme Bruce Lipton, par exemple, encore, comme Greg Braden aussi. Et bien, en fait, on comprend que tout n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, voilà, moi, c'est aussi ça, ce sur quoi je veux me sensibiliser, c'est que pour moi, dans cette notion de longévité, on a une responsabilité par rapport aussi à comment on fait les choses, comment on vit les choses, comment on accepte les expériences de vie. Vous savez, il y a aussi parfois ce discours de il faut se battre pour les choses, il faut se battre pour sa relation, il faut se battre pour nos valeurs, il faut se battre pour tout ça. Moi, j'ai envie plutôt de dire je vais agir par amour. Et c'est bête, mais c'est un changement de fréquence immédiat. Et je pense que tout part de l'intention toujours. Et donc, selon aussi ce mode de vie, selon nos croyances, selon ce qu'on insuffle dans notre quotidien, dans notre manière de vivre, notre manière d'agir avec soi-même, avec notre communauté, c'est ce qui peut ensuite avoir un effet rebond sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et c'est ce qui peut assurer une longévité du monde, de l'humanité. Et ensuite, tout ce qu'on fait pour notre santé individuelle a d'autant plus d'intérêt parce que le but, c'est qu'on ait une longévité vraiment sur tous les plans. Il y a Maëva qui me dit, je m'interroge face aux survivants de la Shoah qui ont vécu l'enfer totalement affaiblis, sans nutriments, en carence, sous un stress incomparable, et pourtant qui ont vécu et vivent jusqu'à un âge avancé. Donc comment est-ce possible? Je pense que ceux qui vivent avec un âge avancé ont atteint un niveau de sagesse incommensurable. Parce que quand on a vécu un drame pareil, et qu'on n'est pas dans une haine abyssale contre l'humanité, mais qu'au contraire, justement, on nourrit ces valeurs de fraternité, d'amour, de pardon, qu'on est dans une quête de sens, très certainement. Les personnes qui ont survécu, très souvent, quand on les écoute, c'est des grands sages. Et je pense que c'est ça aussi qui les aide à continuer et à être en vie, en fait, tout simplement. Alors, les zones bleues, ce sont ces zones du monde où on fait référence. Alors ça me l'a pas mis, c'est dommage. Ça l'a pas pris en compte sur mes slides que j'avais téléchargés. Je vous avais barré où l'on référence. Parce que avant, c'était des zones du monde où, en effet, on référence les centenaires, mais maintenant, on parle au passé. C'est-à-dire qu'on référençait les centenaires. Parce que malheureusement, que ce soit au Japon, en Grèce, en Sardaigne, au Costa Rica, même le peuple Wari au Pakistan, dans des zones reculées aborigènes, ça un petit peu moins, mais en tout cas dans les zones que j'ai dites précédemment, il n'y a plus autant de centenaires qu'avant parce qu'il y a la mondialisation, l'alimentation moderne qui s'est propagée dans ces zones-là aussi. Et donc, ils ont perdu ces règles d'or qu'ils appliquaient, par tradition en fait. Donc, ces règles d'or, pour résumer brièvement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu sur ce sujet, l'idée, c'est pas forcément de répéter ce qui existe déjà. C'est manger 80 à 90% de végétaux. C'est très souvent des populations qui sont végétariennes, voire végétaliennes. S'il y a des produits animaux, c'est donc en très petite quantité, donc 10 à 20% de l'alimentation. Ce qui est intéressant de noter ici, aussi par rapport à cette notion de végétarisme, c'est que même dans les fromages, dans les produits animaux, c'est toujours consommé en petite quantité et plutôt les jours de fête. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que parfois il va y avoir des gros gueuletons avec beaucoup de viande, beaucoup de choses, mais c'est un peu en une fois, mais le reste du temps, c'est plutôt frugal et c'est plutôt végétarien. Justement, je passe tout de suite au point de la frugalité aussi. On considère aujourd'hui que les centenaires en bonne santé mangent moins et privilégient toujours la qualité à la quantité. Ils mangent des produits locaux, bien de chez eux, naturels, non transformés. Et je pense aussi que cette frugalité, elle est possible parce que peu importe leur âge, c'est des personnes qui restent très actives et qui, comme je le disais précédemment, ont un but, ont un sens, contribuent à la communauté. C'est des personnes qui ne connaissent pas la retraite. Elles sont toujours actives jusqu'à leur mort, en fait. Elles ont toujours un sens, elles se sentent utiles. Et ça, pour moi, c'est une manière de se nourrir sur tous les plans. C'est vraiment ma vision de la nutrition holistique. Du coup, parfois, l'effet un peu négatif qu'on voit sur la frugalité, c'est le côté on peut être en restriction calorique, on peut avoir faim. Mais en fait, je pense que je vais en reparler tout à l'heure de la restriction calorique, mais je fais une parenthèse ici. Parfois, on dit attention quand même, parce que quand on parle de restriction calorique, on va manquer de nutriments, puis on peut avoir faim, puis ça peut être difficile à tenir pour les gens. Mais ces personnes qui pratiquent la frugalité, ils sont pas en train de compter leurs calories, en fait. Ils le font juste parce qu'ils se nourrissent d'autres manières. Ils se nourrissent par les chants, par la prière, par la danse, par leur communauté, par leur famille, par l'amour,
par la notion de service, par toutes ces choses que je disais précédemment, en fait. Donc, c'est là où parfois la science, elle capte pas tout, à mon sens. Il faut vraiment considérer qu'il n'y a pas d'état de manque ou ah mince, je vais compter mes calories pour ma longévité. Non, parce que là, à mon sens, ça devient néfaste. Parce qu'on met un stress dessus, en fait, et on met de la restriction. C'est une frugalité qui est naturelle, parce qu'on se nourrit sur tous les plans. Ça, c'est très important de le préciser. Ensuite, donc au niveau des végétaux, au moins 50% de légumes, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas que des fruits. Ensuite, on exclut tous les produits ultra transformés, ça c'est quasiment exclu à 100%. Et il y a une consommation très pauvre en alcool, mis à part un vin rouge de bonne qualité qu'on retrouve notamment dans le bassin méditerranéen. Voilà pour les zones bleues. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans les 5 habitudes communes aux centenaires, on va avoir toujours des personnes qui soit vivent en montagne, donc ça monte, ça descend, ça crapahute, soit qui ont une activité physique modérée, tous les jours, c'est quotidien. Elles ne se sentent pas stressées, voilà, il n'y a pas de gros stress majeur. Elles sont dans un... Voilà, c'est souvent des... Ils vivent avec... dans des endroits assez modestes, hein, bien souvent, du coup, ils ne se soucient pas trop des finances, etc. non plus. Ils ont un but dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que leurs actes ont un sens pour leur communauté, c'est ce que je disais précédemment. La vie sociale est riche, et ça, c'est fondamental. Et toutes ces études qui ont été faites sur ces peuples ont développé une spiritualité et la pratique dans leur quotidien, minimum 1 fois par jour, souvent 3 à 5 fois par jour. Donc, l'adage « use it or lose it » est hyper, je pense, je crois qu'il n'y a pas mieux en fait pour vraiment comprendre la notion de vieillissement et de prévention contre le vieillissement. Parce que l'idée, c'est d'aller utiliser, pour traduire, c'est soit, si on l'utilise pas, on le perd. Donc, si j'utilise pas mes fonctions mentales, cognitives, si j'utilise pas mes muscles, mes articulations quotidiennement, si j'utilise pas mon esprit, si je vais pas utiliser à apprendre des nouvelles choses, stimuler ma réflexion, me former, connecter avec les gens, parler, faire des discours, que ce soit même en famille. Vous savez, avant, il y avait cette notion de cercle. On faisait des cercles entre femmes, des cercles entre hommes. C'est des choses qui reviennent aujourd'hui. Il y avait le chef de famille qui parlait, où chaque membre du village pouvait aussi partager ce qu'il ressentait, que ce soit chef de famille, chef de village. Et ça, en fait, ça entretient aussi nos capacités mentales, cognitives. Donc, pour éviter aussi le risque de développer des maladies neurodégénératives, tout ce qui est indiqué là sur cette slide est hyper important. Et puis, l'exercice physique, ça c'est fondamental pour maintenir une bonne flexibilité. J'aime bien dire que la meilleure manière de maintenir notre équilibre, notre force et notre flexibilité, qu'elle soit physique ou mentale, c'est d'avoir des routines quotidiennes et des activités stimulantes. Donc, pour aussi le corps physique, flexibilité, endurance, équilibre, force musculaire, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, les diabètes de type 2, la dépression, l'anxiété, le sport est fondamental. Ok ? Je le remets. C'est fondamental. Des petites infos si on voulait aller plus loin, vu que je passe un peu vite sur les zones bleues. Vous avez des livres, il y en a eu plein d'autres depuis aussi que j'avais fait cette bibliographie, mais vraiment, je vous invite à aller vous renseigner si c'est un sujet qui vous passionne, que vous voulez creuser. Il y a des documentaires extrêmement bien faits sur les zones bleues, les secrets de la longévité, qui a été diffusé sur France 5, que vous pouvez retrouver en replay. Il y a 100 ans de plénitude, qui est une série documentaire Netflix. Et il y a un documentaire également que j'ai vu sur YouTube qui a été fait par les Artisans de Lumière, qui est un jeune couple très chou, qui s'appelle Les secrets de la longévité du peuple Wari au nord du Pakistan. Il m'a ému, ce documentaire, je l'ai trouvé hyper beau. Il dure une 20aine de minutes et je vous invite vraiment à le regarder. Alors, merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que cela signifie que le mental pourrait être plus influent que l'alimentation, et ce malgré le stress? Ça laisse à réfléchir. Alors oui, tout à fait. Déjà, quand j'ai commencé à enseigner la nutrition il y a 4 ans, je disais, attention, il faut être solide mentalement avec tout ce qu'on sait, mais je disais, il vaut mieux manger un fast-food en se disant qu'on apporte la chose la plus bénéfique à nos cellules que croquer dans une pomme en se disant qu'elle va nous faire grossir, qu'elle va nous faire ballonner et qu'elle va nous donner le cancer. Voilà. Le pouvoir de nos croyances est extrêmement puissant et je vous invite vraiment à lire La biologie des croyances de Bruce Lipton, c'est hyper intéressant. Alors,
Est-ce que ça va juste là? Parce que là, on va rentrer dans des choses, encore une fois, c'est des fois des termes un peu compliqués qu'on n'aime pas trop, mais franchement, je vous rassure, une fois expliqué, en vrai, c'est très simple. Donc, la fonction mitochondriale. Donc, les mitochondries, qu'est-ce que c'est? C'est ces petites organites. Donc, c'est des petits organes, c'est mignon organite, ça veut dire petit organe qu'on a dans la cellule qui est responsable de la respiration cellulaire. C'est en fait le poumon de la cellule et c'est ce qui produit toute l'énergie dont on a besoin. Cette énergie, on l'appelle adénosine triphosphate et en fait, on appelle plus simplement ça ATP. Il faut savoir que dans chaque cellule de notre organisme, on a 500 à 5000 mitochondries. Normales, puisqu'elles sont responsables du métabolisme et de la production d'énergie. Donc, selon si c'est une cellule d'un muscle, d'un tendon, ou si c'est la cellule d'un cœur, on va avoir plus ou moins de mitochondries. Dans le cœur, on va en avoir énormément. Ce qui est très intéressant de savoir par rapport à la mitochondrie, quelques chiffres clés, c'est déjà qu'elle consomme 20% de l'oxygène que l'on respire et 120 grammes de glucose par jour. Elle représente 10% de notre poids corporel et 40% du poids du cœur. Elle joue un rôle dans le métabolisme énergétique et des nutriments, parce qu'en fait, pour créer de l'ATP, pour créer de l'énergie, il faut plein de nutriments. On va le voir. Elle produit 50 kg d'énergie par jour. Elle communique avec toutes les cellules de l'organisme. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'elles sont en constante communication avec le microbiote. Un microbiote en bonne santé va moduler positivement le fonctionnement des mitochondries. Elles vont être plus actives, elles vont produire plus d'énergie, elles vont être dans un fonctionnement plus sain, si je puis dire. Un microbiote en mauvaise santé va altérer le fonctionnement des mitochondries. Et on va avoir plus d'oxydation au niveau des mitochondries. On va avoir des mitochondries qui font un peu la gueule, qui sont mal éliminées. On va avoir, en fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les mitochondries ont une production énergétique, elles larguent des toxines, elles larguent des radicaux libres. Si on se retrouve avec plus de mitochondries dysfonctionnelles, eh ben on a un vieillissement qui est énormément perturbé. On est aussi avec des maladies, très certainement, et surtout de la fatigue chronique, puisque si elles ne produisent pas suffisamment d'énergie, ben on est claqué, pour faire simple. Donc la santé du microbiote est fondamentale, et c'est pourquoi la masterclass que j'ai faite sur l'inflammation, je vous parle en détail de ce triangle de l'immunité qui est la muqueuse intestinale, les cellules immunitaires, la santé du microbiote, et le microbiote intestinal est hyper important. Pour moi, l'intestin est le premier cerveau. Voilà. Et je suis très contente, petite fierté personnelle, ça fait 10 ans que je le dis, et maintenant, ça y est. On commence à vraiment capter l'intérêt de l'intestin, en fait. Parce que je me suis, il y a 10 ans, avant de me former, j'ai eu des soucis de santé au niveau intestinal et j'ai énormément appris de manière autodidacte. Et je suis devenue experte en santé digestive. Et donc, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup lu sur ce sujet. Et pour moi, vraiment, l'intestin est le premier cerveau. Ce qui est très intéressant aussi à savoir, c'est que ces mitochondries synthétisent aussi ce qu'on appelle la prégnénolone. C'est une hormone qui est synthétisée par les mitochondries, entre autres, avec le cholestérol et la vitamine D. Et elle est précurseuse d'hormones stéroïdes. Donc, quand on est en train de vieillir, quand on manque d'hormones stéroïdes, c'est intéressant d'avoir conscience qu'en prenant soin de nos mitochondries, on assure aussi une bonne synthèse du précurseur, donc de la prégnénolone, et donc des hormones stéroïdes par la suite. Donc, pour résumer, pour aussi que vous compreniez bien c'est quoi les hormones stéroïdes et les enjeux, en fait, parce qu'on est vraiment sur des hormones qui sont fondamentales pour notre santé, évidemment. On va avoir l'aldostérone, qui régule la pression artérielle, qui contrôle l'équilibre entre le sel et le potassium dans le corps. Le mauvais équilibre sodium-potassium est un gros souci dans la pression artérielle. C'est pour ça qu'on va dire quand il y a trop de pression, il vaut mieux éviter de manger trop salé. Pour information, hypertension, vous avez une alimentation équilibrée, vous faites du sport, vous gérez votre stress, donc vous faites 5 minutes de pratique respiratoire tous les jours, plus particulièrement de la cohérence cardiaque, vous avez une disparition de l'hypertension. D'accord? Je pèse mes mots. Ça sort pas de mon chapeau magique, ça sort d'études, ça sort de cas cliniques. C'est utilisé aujourd'hui dans les cliniques qui accompagnent des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Donc, juste l'hygiène de vie. OK? Cortisol, qui est impliqué dans la réponse au stress, dans le métabolisme des sucres, des protéines, et qui régule l'inflammation. Les œstradiols, on pourrait parler d'œstrogènes également. Ils ont un rôle crucial dans le développement sexuel féminin et dans le cycle menstruel. D'ailleurs, c'est hyper intéressant de savoir que au niveau de la mitochondrie, dans la mitochondrie, en fait, il y a des récepteurs à œstrogènes.
Du coup, les mitochondries sont stimulées par les hormones chez la femme et c'est pourquoi on peut avoir un déclin du métabolisme et une perte énergétique au moment de la ménopause où il y a une chute des oestrogènes. Donc, c'est pourquoi d'aller booster, en fait, les oestrogènes avec des phytoestrogènes peut être extrêmement intéressant. Il y a les phytoestrogènes, c'est vraiment au cas par cas, c'est individualisé selon votre tolérance digestive, c'est un vaste sujet. Pareil, j'ai fait un dossier extrêmement complet dans ma formation juste sur le soja pour en parler. Maintenant, il y a des phytoestrogènes aussi, par exemple, dans les graines de lin germé. Il n'y a pas ça que dans le soja. Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment un intérêt à aller booster au maximum ces phytoestrogènes parce qu'ils vont avoir un intérêt aussi pour la stimulation des mitochondries. Ok ? Progestérone, régulation du cycle menstruel, elle est essentielle pour la préparation de l'utérus à la gestation. Testostérone, produite en très grande quantité chez les hommes, un peu chez les femmes, elle est essentielle pour le développement sexuel masculin, pour la fonction sexuelle et la santé globale. La DHEA, c'est vraiment l'hormone anti-vieillesse, donc en fait, c'est une hormone qui est précurseuse aussi d'autres hormones stéroïdes, comme la testostérone et l'estradiol. Et puis, on a le calcitriol qui est très important. On parle aussi de la vitamine D active qui va réguler l'homéostasie du calcium, c'est-à-dire cet équilibre, le fait qu'on ait ni trop ni pas assez, donc du calcium et du phosphore dans l'organisme, couplé aux hormones thyroïdiennes. Donc, c'est tout un schmilblick, mais là, c'était juste pour vous faire un focus sur les hormones stéroïdes. Parce que des fois, on dit les noms, on les entend, mais on ne sait pas trop de quoi on parle, en fait. Alors, j'ai des questions sur les protocoles candidats albicans. Malheureusement, je ne peux pas vous donner là un protocole maintenant, parce que déjà, ça s'individualise. On est tous différents, même si la pathologie est la même, a le même nom, on y réagit de manière différente. Et je pense que si je fais un protocole sur les candidats albicans, il faudrait que j'en fasse un sur le SIBO, sur l'hyperfermentation, sur les problèmes thyroïdiens, et ça va plus finir. Donc, on est vraiment là pour faire de la prévention. Et en fait, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que je suis anti-bobologie, et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne va jamais, en tout cas moi, je vais jamais vous dire pour telle chose, prends tel truc. Non. Déjà, dans un premier temps, faisons tout ce qui permet à notre corps de retrouver et de rester à la santé. Parce qu'en faisant ça, il y a très souvent 90% de nos symptômes qui disparaissent. Et une fois que tout ça est mis en place, là, on va aller travailler avec un naturopathe, avec un médecin, avec un nutrithérapeute pour aller moduler les 10% restants. Et dans cette masterclass et celle de demain, je vous partage vraiment ce qu'il y a à faire, en fait, ce qu'il y a à comprendre pour après aller travailler au cas par cas. OK ? Ensuite, je continue. La fonction mitochondriale, donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un sujet hyper recherché aujourd'hui. C'est beau de voir que dans les années 50, on commençait un peu à se renseigner sur les mitochondries. Là, c'est même plus exponentiel, en fait. C'est que sur ces 10 dernières années, il y a eu des centaines de milliers de publications qui sont parues. Enfin, des dizaines de milliers, pardon. Et donc, on est sur 118 000 publications, même plus, qui sont parues sur leur fonctionnement. On considère qu'elles sont la racine numéro 1 des maladies dites de civilisation et des maladies chroniques. C'est-à-dire, vous savez, la maladie où votre médecin vous dit on ne sait pas faire, on ne sait pas soigner. Voilà, ça c'est les maladies chroniques. Et bien aujourd'hui, on a la racine, ça viendrait des mitochondries. Ces mitochondries sont très sensibles à l'environnement, donc l'épigénétique. C'est la clé pour résoudre les problèmes de santé chronique et c'est donc une approche sérieuse pour la prise en charge des maladies dégénératives, maladies de civilisation. Et ce qu'il y a de beau, c'est que la recherche montre que la meilleure manière d'en prendre soin, c'est l'hygiène de vie. Pas de bol, Big Pharma. Pardon, c'était trop tentant. Pour la longévité physique et cognitive, la santé des mitochondries est donc importante. Ok, donc ça on l'aura compris. Je pense que vous l'avez compris. Si c'est pas clair, vous me le dites. Et pour inverser la tendance, en fait, ce qu'on veut faire, je vous le disais déjà un peu tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai bugué. En fait, tout à l'heure, je vous expliquais que quand il y a un déséquilibre entre les bonnes mitochondries et puis celles qui, à l'inverse, vont commencer à vieillir, commencer à produire beaucoup de radicaux libres, et en fait, ça génère potentiellement des mutations génétiques, donc le cancer, ou un vieillissement prématuré. Donc nous, ce qu'on veut, c'est amplifier la division des bonnes mitochondries, c'est-à-dire que tous ces petits poumons fonctionnent à fond, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient bien renouvelés, et à l'inverse, on veut que les vieilles, elles dégagent. Voilà, pour parler crûment. Et la recherche montre que la meilleure manière d'en prendre soin, c'est, et là je vous pose la question les amis, comment est-ce qu'on prend soin et comment est-ce qu'on peut optimiser le fonctionnement de nos mitochondries? Selon vous, dites-moi là dans le chat ce qui vous vient. À votre avis, c'est quoi le truc le plus important? Avoir les 5 piliers. Donc 5 piliers, ça c'est mes élèves qui parlent.
c'est-à-dire nutrition holistique, activité physique, ou peut-être que vous voyez les 5 piliers de hygiène de vie, respirer, cohérence cardiaque, mouvement, respirer, la respiration, yes, on en a un. Nutrition, respiration, dormir, bouger. C'est ça, les amis. Ah, ils sont forts. C'est ça. Pour des mitochondries qui pètent la forme, je respire à fond et je fais du sport. Je respire à fond et je fais du sport. Et j'ai mis oui, c'est ton nouveau mantra parce que c'est ce que vous devez vous dire tous les jours. La respiration, c'est fondamental parce que on a 67 muscles respiratoires. C'est juste pour dire. On respire de manière automatique. D'accord? On respire, on a notre diaphragme, on a des petites coupoles diaphragmatiques qui sont près du foie, au niveau de l'estomac, etc. On a des muscles intercostaux, on a des muscles dorsaux, on a ici aussi des muscles au niveau de la gorge, au niveau du thorax. Tous ces muscles nous permettent de respirer. Quand je suis en train là de faire ma petite masterclass, quand je suis en train de faire ma petite journée, je vais inspirer, respirer, mais c'est tout petit. J'utilise juste un tout petit pourcentage de mes capacités respiratoires. Et ça, en fait, c'est dramatique parce qu'on n'oxygène pas assez notre organisme. Notre organisme a besoin de beaucoup d'oxygène et les mitochondries ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Les mitochondries, c'est plein de nutriments plus plein d'oxygène, usine à énergie. Voilà. Sans les nutriments, sans l'oxygène, ça part en sucette. OK ? Donc, les respirations profondes, on en reparlera bien demain aussi, c'est hyper important. Et c'est quelque chose qu'on va juste faire là, maintenant, tout de suite, ensemble. Je vais juste couper les slides un instant. OK, on se voit pour de vrai, là, c'est cool. Enfin, on se voit mieux. La respiration complète, en fait, c'est déjà expirer totalement. Donc, ensemble, on va prendre une inspiration normale et on va expirer. Et vous allez vider vos poumons, vider votre ventre. Et vous allez rentrer votre ventre le plus possible. Rentrez le ventre, videz tout et courbez-vous en avant. Et là, vous allez prendre une profonde inspiration, remplir le ventre, ouvrir la cage thoracique, ouvrir le dos et avec le nez, remplir aussi toute la cage thoracique jusqu'au fond de la gorge. Et tenez un petit peu ici. Et quand vous n'en pouvez plus, vous expirez profondément. Expire, 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 expire. Courbe-toi. Vide, 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 vide. Et quand c'est bien vidé, là, tu inspires profondément et tu mets vraiment l'intention de remplir ton ventre, ouvrir grand la cage thoracique, de bouger le diaphragme, d'ouvrir ses côtes, de respirer dans le dos. Dans le chant, on apprend à respirer dans le dos et par le dos. Cage thoracique, gorge. Remplis au max et expire. Et là, on va rajouter autre chose. On va expirer profondément, donc vider, 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 vider complètement les poumons, complètement le ventre, rentrer le ventre. Et quand vous êtes complètement poumon vide, ventre vide, vous allez rentrer le ventre. Ça, c'est une technique qui permet d'aller masser, c'est une technique issue du yoga qui permet d'aller masser le système digestif et d'aller stimuler le système digestif et d'aller vider complètement l'air. Et bien sûr, quand on n'en peut plus, on inspire, on ouvre la cage thoracique et on remplit jusqu'au sommet du crâne. Et après, vous prenez une respiration normale. Ce genre de respiration, il faudrait en faire à peu près 10 par jour, juste pour vous muscler, pour utiliser toute cette... c'est presque épuisant quand on n'a pas l'habitude. Exactement, c'est classique. À chaque fois que je vais faire cet exercice, on dit « Ah ouais, non, mais en fait, ça m'épuise. » On le fait 2 fois au départ. Pour les plus de 65 ans, on peut le faire 2 fois. Puis demain, vous ferez 3. Puis dans 5 jours, vous ferez 5. Et vous pouvez espacer, bien sûr. Vous pouvez faire pendant 3 semaines juste 2 fois des grandes respirations. Ou les faire juste 2 fois, mais 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. C'est hyper, hyper, hyper important de muscler votre diaphragme et d'augmenter votre capacité pulmonaire. Et c'est pourquoi, dans tout ce que je propose dans les formations, que ce soit dans Ingenutri, on voit la respiration, je vous initie aux techniques respiratoires, il y a de la cohérence cardiaque. Dans le programme InGStarter, qui est plus un programme où là, cette fois, je vous accompagne saison après saison pour vraiment prendre soin de vous sur tous les plans et vous avez plein de techniques respiratoires que je vous enseigne. Et il y a toujours une pratique Soma. Soma, c'est un mélange de ce que fait Wim Hof, je vais vous en reparler après. On va vraiment aller stimuler
cette cage thoracique et on va hyper oxygéner l'organisme parce qu'on travaille sur les mitochondries aussi. Et oui, depuis que je fais du yoga, je respire mieux. Au début, c'était fatigant, mais au bout de 8 mois, nickel. C'est que la pratique qui fait ça. Dans les pratiques respiratoires que je donne, que ce soit dans Starter ou dans mes retraites, par exemple au Portugal, dans les immersions que je fais en présentiel, il y a des personnes qui me disent oh, quand je dois retenir l'air pour mon plein, je tiens 30 secondes. Mais oui, parce que la capacité et puis que l'espace respiratoire est réduit. Mais au fur et à mesure, avec la pratique, ça s'agrandit. Et c'est ça qu'il y a de beau. J'ai pratiqué de l'apnée sportive il y a 12 ans maintenant. Et j'ai vraiment vu à quel point juste l'entraînement et la constance nous fait faire des choses incroyables. Incroyables. Donc on peut tous le faire. Et il n'y a pas d'âge. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Voilà pour ça. Je reprends mes petites slides. On continue. Donc, je respire à fond, je fais du sport. Vous le collez sur tous les murs de votre maison. Vous le mettez dans votre frigo. Vous le mettez dans votre salle de bain. Vous le mettez dans votre douche. Vous le mettez dans votre agenda. Vous le mettez dans votre voiture. Je respire à fond, je fais du sport. Ça, c'est tous les jours. Donc, voilà. Wim Hof, Soma, Pranayama, des respirations profondes tous les matins. Donc, je vous disais, c'est des choses que vous pouvez trouver dans le programme Méditateur que je propose. Il y a des vidéos également sur Internet que vous pouvez trouver. Il y a par exemple Breathe with Sandy, qui est une connaissance qui a une chaîne YouTube sur la respiration, dans l'application Iji Pocket aussi, qui est l'application qu'on a créée avec l'Académie Iji, où vous avez toute la partie nutritionnelle qui est gratuite, avec des recettes, avec des conseils nutritionnels, et vous avez des pratiques respiratoires. Donc, vous pouvez retrouver ça là-dedans aussi. Et puis, pour le sport, donc il y avait la question, justement, qu'est-ce qu'on peut faire comme sport? Donc, déjà de base, ce qui est conseillé, c'est de bouger tous les jours 30 minutes minimum, idéalement 40 minutes en continu. D'accord? Il faut qu'on ait au moins 30 minutes où on transpire. Donc, ça peut être de la marche rapide si on transpire. Pour les personnes qui ne transpirent pas du tout, qui ont du mal à transpirer, vous devez être essoufflé. D'accord? Les personnes qui ne transpirent pas, faites des saunas. C'est important d'aller stimuler les brossages à sec aussi, d'aller stimuler les monctoires peau. C'est un organe d'élimination, la peau. Et donc, quand on a du mal à transpirer, il faut aller le stimuler. Donc, on bouge 30-40 minutes à fond les ballons tous les jours. Donc, cardio d'intensité moyenne, musculation, yoga, pilates, c'est génial parce qu'on est sur des pratiques posturales. On est sur des pratiques qui vont travailler sur toute la colonne vertébrale, sur le mouvement de la colonne. Ça va être très bénéfique pour le système nerveux, pour la stimulation du nerf vague, pour la communication intestin-cerveau, pour la régulation du stress. Voilà, pour la fonction du système nerveux autonome. Maintenant, il y a un sport qui, lui, est vraiment prouvé extrêmement efficace pour la santé de nos mitochondries. C'est le HIIT, c'est-à-dire l'entraînement fractionné. On va avoir des périodes comment dire, on va avoir 30 secondes où on va être à fond les ballons, on va aller à notre maximum en termes de fréquence cardiaque. Désolée, j'ai du mal à trouver mes mots, mais bon, vous avez compris, c'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, on considère que notre capacité cardiaque maximale, c'est 220 ans moins notre âge. Ok? Donc moi, par exemple, j'ai 38 ans, je fais 220 moins 38, c'est le max. Donc, soit on s'écoute, quand on n'en peut plus, on s'arrête, soit on a une petite montre qui nous montre nos battements. Au début, ça peut être bien d'avoir ce genre de montre, juste pour se checker, surtout si on a plus de 50 ans. Et puis, une fois qu'on s'est bien checké et qu'on sait comment on fonctionne, on n'a plus forcément besoin de mesurer. Donc, on va faire 30 secondes à fond, et puis 30 secondes de repos. 30 secondes à fond, 30 secondes de repos. Selon l'entraînement, on peut faire 30 secondes à fond, 10 secondes de repos. Ça va dépendre vraiment du type d'entraînement qu'on fait, de la durée de l'entraînement. Mais l'idée, c'est d'alterner des fréquences cardiaques rapides et de la récupération. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous disais tout à l'heure que nos mitochondries, ce qu'on veut, c'est qu'on les stimule toutes. Ce qui se passe quand on est en haute intensité, c'est, donc ça peut être des sauts, ça peut être de courir très vite, ça peut être de pousser des poids très 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 lourds, si on a des problèmes articulaires qu'on ne peut pas sauter par exemple. Ça peut être tous ces exercices qu'on voit aujourd'hui avec les mouvements un peu primals, vous savez, les pompes, de faire des squats, ce genre de choses. Tout ça, ça va être très bénéfique. Pourquoi? Parce que quand je marche, j'ai une partie de mes mitochondries qui vont se mettre en action, souvent les plus jeunes, les plus vives, et on va vraiment avoir du coup le risque que les plus vieilles se bougent pas trop. Par contre, si je commence à dire à mon corps, là je suis à presque 100% de mes capacités, c'est-à-dire
je suis à 80-90% de mes capacités cardiaques, toutes les mitochondries vont se mettre en action. Et donc, les vieilles, elles vont vieillir plus vite, elles vont être d'une certaine manière estampillées vieilles qui ne fonctionnent pas très bien, et elles vont être éliminées. Donc, c'est parfait pour favoriser la production des bonnes mitochondries et dégager les vieilles qui ne fonctionnent pas bien et qui ont des productions radicalaires plus élevées que les autres. Aussi simple que ça, les amis. Voilà, donc là, c'est vraiment l'explication de pourquoi est-ce qu'on vous bassine avec le sport et compagnie. OK ? Voilà, donc là, j'ai mis have a break parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, je vous propose de boire un coup et je vous propose de vous lever. Ah, vous mettez vos petits commentaires en plus, ça, c'est chouette. Pour juste vous dégourdir un peu les jambes parce que ça fait 1 heure qu'on est assis et notre cerveau a besoin d'oxygène. Et on peut se dégourdir un peu les jambes, on peut sautiller un peu sur place, on peut shaker un petit peu. Ah, voilà. S'hydrater, respirer un bon coup. Surtout pour moi, parce que moi je parle beaucoup, vous avez tout le temps respiré. Alors, Morgane, très intéressant. Je fais du crossfit et du HIIT pendant 1 an. On m'a plusieurs fois dit que ces pratiques induisaient trop de stress pour le corps. Il est vrai que ces pratiques induisent un stress majeur. Je vais vous en reparler un peu plus tard aussi, mais en gros, l'idée c'est d'avoir un stress adaptatif. Si vous n'avez pas fait de sport pendant 1 an, vous n'allez pas commencer à faire du HIIT. Pourquoi ? Parce que ça, le corps il va se dire attends, ça fait 1 an qu'elle bouge pas. Là, tout d'un coup, elle fait du HIIT. Il va se dire elle est en danger. En fait, on va dépasser les capacités adaptatives du corps parce qu'il n'est pas préparé, il n'est pas entraîné. Et le fait qu'on dépasse ses capacités adaptatives, c'est ce qui va générer un stress majeur qui va diminuer l'immunité. C'est ce qui fait qu'on peut être malade après. Donc, CrossFit, HIIT, c'est très bien, mais c'est pas des choses qu'on va faire tous les jours. On va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, et on va alterner avec du yoga, du pilates, de la marche rapide, de la natation, du paddle, du tennis, du foot, ce que vous voulez en fait. Ok ? D'ailleurs, dans le foot, les sports collectifs, on est pas mal dans du fractionné d'ailleurs, avec des courses très rapides et puis boum, on s'arrête. Donc, s'il y a des pathologies, c'est pareil. Par exemple, une pathologie, comme là, la fibromyalgie, tu en parles, Audrey, on va aller faire des sports doux. On va aller faire du yoga. On va aller faire du fascia stretching. On va aller faire du yin yoga. On va aller faire du pilates. On va peut-être se faire accompagner par un kinésithérapeute, quelqu'un qui va nous aider pour notre posture aussi, pour s'assurer qu'on fasse les choses bien. On va aller nager. On va aller marcher. On peut marcher rapidement. Tout ça, c'est des choses qui fonctionnent. On peut faire du vélo. OK ? Donc, c'est exactement, merci Ronnie, tu dis le HIIT apporte l'effet afterburst car très gourmand, ouais, c'est ça, car très gourmand en consommation d'oxygène et c'est en cela qu'il est bénéfique. Tout à fait. Alors, j'ai commencé à faire du HIIT avec mon kiné avec 3 exercices différents. C'est possible de se remettre en mouvement en douceur. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement et de ne pas faire du HIIT du jour au lendemain. Si vous devez commencer à faire du sport, essayez d'allier. Pour moi, le secret, c'est d'allier quelque chose de cardio, quelque chose qui renforce votre masse musculaire et quelque chose qui travaille sur la posture. C'est pour ça que j'adore le yoga. Je mélange plein de techniques de yoga. Je fais du yin yoga, ce que j'appelle aussi le fascia stretching. Pour ceux qui font le programme Indie Starter, vous avez une séance où je vous guide pour le programme été d'ailleurs. Non, pour le programme automne. Je fais de l'ashtanga, qui est beaucoup plus intense et où on travaille la force musculaire. Vinyasa, hatha, où on est beaucoup plus sur la posture. Le pilates est génial aussi pour renforcer les muscles profonds. Quand on commence, c'est très bien d'aller faire des cours de pilates. Et puis, d'avoir une activité qui amène du cardio. Donc, on pourrait avoir, donc clairement, quand je fais de l'ashtanga, du vinyasa, je suis dans du cardio. Mais on pourrait avoir donc le vélo, la marche, la course, toutes ces choses-là. Bien sûr, de faire de la musculation aussi en salle de sport, ça fonctionne très bien. Mais on va juste commencer par ça dans un premier temps, avant d'aller dans des sports où il y a du fractionné. OK ? Et on va toujours, après des séances de HIIT, le jour d'après, faire quelque chose de très doux. Aller marcher, aller faire une séance de stretching. C'est là qu'on case notre séance de stretching, par exemple. OK ? Voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Maintenant, nous allons passer à la nutrition optimale. Donc, cette nutrition, c'est quelque chose
pour laquelle j'ai dédié une formation complète, donc qui est IG Nutri. Donc évidemment, je peux pas tout vous dire ce soir. C'est une formation d'1 an en moyenne pour vraiment devenir son propre expert en nutrition et comprendre. Donc ici, ce que je vais vous dire, c'est déjà ce qu'il faut savoir, où est-ce qu'on va aller chercher les nutriments, etc. On va aller identifier les nutriments qu'on doit avoir. Et le levier majeur en matière de longévité, déjà, c'est la gestion de l'inflammation. Donc, je vous renvoie vers ma chaîne YouTube, vers cette vidéo qui a dépassé les 80 000 vues, les 90 000 vues aujourd'hui, où je parle en détail pendant plus d'1 heure sur l'impact de l'inflammation sur la santé. Pardon pour les petites fautes, c'est troubles immunitaires, cancer, vieillissement, favorise le syndrome métabolique, inhibe la fonction mitochondriale. Tout ça, c'est ce qu'induit l'inflammation de bas grade, qu'on appelle aussi l'inflammation systémique. Donc, comprendre ces leviers-là, c'est majeur. Et quand on a des problèmes de santé, quand on a une maladie, pardon, il faut aller regarder cette vidéo et comprendre tout ce qu'on peut mettre en place pour l'atténuer, voire la faire disparaître. Maintenant, au niveau de la nutrition optimale, voilà moi ce que j'en sors. Déjà, on a les enseignements des zones bleues. Quand on regarde la longévité des centenaires, dans les zones bleues, on sait qu'il y a beaucoup d'aliments végétaux, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de noix et fruits à coque. On sait que de manger 28 grammes de fruits à coque quotidiennement fait baisser jusqu'à 20% le risque de maladie cardiovasculaire. Des graines, donc par exemple tournesol, sésame, etc. Des céréales complètes, des légumineuses, des herbes aromatiques, des épices. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est du coup sur une alimentation qui est plus végétale, mais qui apporte des glucides et des protéines végétales aussi, qui sont très riches en fibres. Et ces fibres, elles sont prébiotiques, ça veut dire qu'elles vont nourrir les bactéries de notre intestin. Et ça, on aime. Parce qu'on l'a vu, la santé du microbiote est très, très, très importante. Ce qui est important aussi dans cette alimentation végétale, notamment par rapport aux fruits, aux légumes, aux herbes aromatiques, aux épices, c'est qu'on va avoir beaucoup de micronutriments, donc vitamines, minéraux, et des antioxydants. Et c'est les antioxydants qui vont nous permettre de protéger nos cellules de l'oxydation et des radicaux libres. OK? À l'inverse, on va limiter les viandes rouges, les produits transformés, les viandes transformées, les charcuteries, les produits industriels et raffinés. Donc, produits industriels, c'est tout ce qui est dans un paquet, avec des étiquettes où il y a plus de 5 ingrédients. C'est tout ce qui est raffiné, les huiles les huiles qui sont contenues dans des bouteilles en plastique, le sel raffiné, le sel blanc, le sucre blanc, les farines blanches et tout le tintouin. Tout ça, on limite au maximum. OK? Donc, c'est vraiment la nutrition optimale. Attention, hein, je dis pas jamais. Moi, je suis une pro de la règle des 80-20 aussi. Donc, c'est 80% du temps, on fait le max, et puis 20% du temps, on se lâche la grappe. OK? Si on a envie de se faire une raclette, de manger des pizzas, ça va aussi, à condition que ça nous apporte du plaisir. Deuxième colonne, tout ce qui est nécessaire pour la santé mitochondriale. Donc, il y a des noms un peu chelous. On verra ça un peu plus en détail demain, d'accord? Parce que demain, on va voir vraiment l'aspect pratique. Mais là, c'est juste pour vous expliquer déjà. OK, il faut de la vitamine A, il faut des vitamines B, il faut de la vitamine C pour un bon fonctionnement de la mitochondrie. Donc, pour rappel, c'est oxygène mélangé à tout ça, c'est ce qui produit l'énergie. Fer, sélénium, magnésium, zinc, cuivre, L-glutamine, L-carnitine, coenzyme Q10, extrêmement important le coenzyme Q10. Je vous ai mis statine entre parenthèses parce que les statines détruisent le coenzyme Q10. Sans coenzyme Q10, la mitochondrie ne peut pas produire d'énergie. D'accord? C'est largement prouvé aujourd'hui. Les statines, c'est une connerie sans nom. Donc, je vous en parle aussi d'ailleurs dans la vidéo sur l'inflammation sur YouTube. Je vous explique ce qui se passe aussi au niveau du cholestérol. Là, c'est quasiment pareil que pour les maladies cardiovasculaires. La gestion de l'alimentation, c'est intéressant, mais il faut savoir que le cholestérol vient à 90% d'une zone endogène, c'est-à-dire c'est le corps qui le produit. Pourquoi est-ce qu'on produit trop de cholestérol? Et donc, pourquoi est-ce qu'on nous prescrit des statines? C'est tout simplement parce qu'on a trop d'oxydation. On est trop stressé. On ne fait pas assez de sport, on ne mange pas assez d'antioxydants pour moduler ce stress. Résumé, en 2 secondes, ok? Je ne vais pas dans le détail. Dans les formations, je vais beaucoup plus loin, mais c'est vraiment, là, vous avez compris le truc. Donc, ces statines à l'ambre moelleux, on évite vraiment, parce qu'on a d'autres leviers pour ce genre de soucis, ce genre de pathologie. C'est important, bien sûr, d'être suivi. Là, je parle aussi plutôt pour les personnes qui ont l'hypercholestérolémie, génétique. Mais hormis ce genre de cas, c'est vraiment important d'aller trouver tous les leviers d'amélioration de la santé.
naturel. Glutathion réduit, acide alpha-lipoïque, etc. Toutes ces petites choses, on détaillera demain parce qu'on le verra dans l'aspect pratico-pratique de qu'est-ce qu'on peut faire pour aller booster notre santé mitochondriale. Et je vous parlais tout à l'heure de ces phytoœstrogènes et du resveratrol aussi, qui est un antioxydant extrêmement puissant, qui vont moduler certaines protéines au niveau de la mitochondrie, qui sont du coup bénéfiques pour son fonctionnement, pour sa régénération et sa fabrication. Donc voilà, j'approfondis pas plus parce que je vous disais tout à l'heure un petit peu le soja, le lin germé, les phytoœstrogènes sont bénéfiques pour les mitochondries. Et puis on a des choses un peu plus spécifiques par rapport à la synthèse des protéines. Vous vous rappelez au début, je vous disais que dans la synthèse des protéines, on a parfois des altérations au niveau du pliage, une mauvaise élimination, on a des mutations dans leur fabrication, le fonctionnement de ces protéines et de leur duplication se fait mal. Et ce qui va aider à une bonne synthèse de ces protéines, c'est la taurine et c'est la lutéine, la zeaxanthine, le lycopène. Tout ça, ce sont des antioxydants, les caroténoïdes. Donc, pour bien comprendre en fait qu'est-ce qu'on doit manger, où trouver ces aliments, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, mais surtout comment potentialiser les effets de ces aliments entre eux, c'est-à-dire qu'on parle de synergie nutritionnelle. En combinant certains aliments, certains antioxydants entre eux, on va avoir un effet exponentiel. On sait par exemple que quand on consomme un produit riche en fer, un aliment riche en fer avec de la vitamine C, on va augmenter son assimilation. Et bien, il faut savoir qu'il se passe la même chose quand on mélange certains antioxydants ensemble. Ils vont avoir des effets antioxydants majeurs, avec des effets anti-cancer décuplés, etc., etc. Donc tout ça, on verra demain soir, parce que sinon, ça va être trop long. Au niveau de la nutrition optimale, je ne peux pas ne pas vous parler donc de la restriction calorique. Étude intéressante, les singes soumis à une restriction calorique de 30%, donc c'est-à-dire qu'ils mangent 30% moins que ce qu'ils devraient par rapport à leurs besoins, ont montré une réduction significative de l'incidence de la maladie liée à l'âge, comme le diabète de type 2, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Et la mortalité due aux maladies liées à l'âge a été réduite de 50%. On a des études qui ont été faites chez l'homme aussi, juste en dessous. La restriction calorique peut prolonger la durée de vie, même chez les personnes d'un poids normal. Chez l'animal, on constate une durée de vie qui augmentait de 50 à 300%. Chez l'homme, avec des études qui ont été faites sur des sujets en bonne santé et âgés de 20 à 65 ans, on constate une durée de vie augmentée entre 1 à 5 ans. Une durée de vie en bonne santé. Alors, comme je vous le disais aussi précédemment, les limites de la restriction calorique, ça pourrait être difficile de doser l'ampleur de la restriction, c'est-à-dire, ok, c'est quoi en fait? C'est 100 calories en moins, c'est 200 calories, c'est 20%, c'est 30%, c'est 15%. Ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des modèles alimentaires comme le jeûne intermittent, comme ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de jeûner pendant 2 jours ou d'avoir une restriction calorique à moins de 1000 calories pendant 2 jours et de manger normalement pendant 5 jours. Ça peut imiter ces effets de restriction et c'est ce qu'on recommande en général si on ne peut pas individualiser. Les limites de la restriction calorique, c'est qu'en fait, on se retrouve avec quelqu'un qui ne mange pas assez et donc qui manque de micronutriments, notamment vitamines, minéraux, protéines, glucides, etc. Donc un risque de fonte musculaire et d'ostéoporose et des difficultés à maintenir la restriction dans le temps. Mais comme je vous le disais, et pour rappel, ces centenaires qui vivent en parfaite santé et qui n'ont aucun de ces problèmes pratiquent tous la frugalité. Mais la fonte musculaire et l'ostéoporose n'est pas possible puisqu'ils sont actifs, puisqu'ils bougent, puisqu'ils utilisent leurs muscles, puisque la retraite, ils ne connaissent pas. Et il n'y a pas de sentiment de restriction parce qu'en fait, juste ils écoutent leur appétit. Et parce qu'ils se nourrissent d'autres manières, et ben, l'assiette, en fait, n'a pas besoin d'être blindée, on n'a pas besoin de se servir, on n'a pas besoin de grignoter. Voilà. Au niveau de la micronutrition, donc là, on part dans des choses un peu spécifiques. Je vais y revenir demain aussi en détail. Tout à l'heure, je vous disais que on peut avoir de l'instabilité génomique quand on vieillit. On retrouve aussi l'altération épigénétique, le raccourcissement des télomères. Rappelez-vous, ces petites choses au bout des chromosomes, la dysfonction de la mitochondrie, l'épuisement des cellules, la communication entre les cellules qui ne fonctionnent plus très bien. Tout ça, au niveau de la micronutrition, on a des leviers. Donc, il y a des compléments alimentaires que je trouve assez intéressants. Par exemple, ADN Regen, c'est en fait des nucléotides. Donc, c'est des toutes petites protéines qui sont combinées et qui vont stimuler en fait
le fonctionnement et la régénération au niveau de l'ADN, et ça va éviter en fait cette instabilité génomique. C'est très bon aussi ce genre de complément quand on a besoin, par exemple quand on a une fracture, quand on a des tissus conjonctifs altérés, etc. Ça va favoriser la régénération. Donc concrètement, j'ai juste mis ADN Régène pour éviter de faire d'écrire trop de choses. On va trouver du zinc, de la B12, de la B2, de la B9, de la B7, de la glutamine. On est donc sur des nucléotides, de l'inositol, et tout ça sont des choses qui vont permettre en fait cette bonne transcription de l'ADN, cette bonne duplication. Pour l'altération épigénétique, pareil. Au niveau des télomères, on sait que l'astragale est une plante qui va être extrêmement bénéfique. Une racine, la racine d'astragale, on va pouvoir en tirer un principe actif. Et aujourd'hui, il y a des compléments en fait qui utilisent du coup ce principe actif, ce qu'on appelle la télomérase, qui va justement être ce qui va faire repousser ou en tout cas diminuer ce raccourcissement des télomères. Donc concrètement, on va avoir un extrait d'astragale, de la carnosine, du NADH, qui est un complément qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui luttent contre le vieillissement, et de la vitamine B12. Parce que tout ça est nécessaire pour favoriser une bonne santé je vais y arriver, des télomères. Ensuite, au niveau de la dysfonction mitochondriale, donc là on l'a vu, hein, je vous remets les nutriments précédents, vitamine A, vitamine B, vitamine C. Donc rapidement, juste pour vous dire, on pourrait y revenir demain, mais vitamine A, c'est jaune d'œuf, produits animaux de manière générale. C'est une vitamine antioxydante, mais c'est aussi tout ce qui contient du bêta-carotène. Parce que le bêta-carotène est le précurseur de vitamine A. Donc tout ce qui est orange, patates douces, carottes, potiron, petits marrons, choux frisés aussi, les choux en contiennent, etc., etc. Les vitamines B, on va avoir le son, on va avoir les graines de tournesol, on va avoir les céréales complètes, on va avoir la levure alimentaire, le pollen frais qui est une bombe. Je conseille à tous mes élèves de supplémenter toujours en levure nutritionnelle et ou en pollen pour faire le plein de vitamine B. Vitamine C, alors persil, jus de citron, poivron cru. Voilà, enfin la vitamine C, on sait où la trouver en général. On peut se complémenter en vitamine C liposomale également pour favoriser une bonne assimilation au niveau cellulaire. Bref, on pourra peut-être voir plus en détail demain chaque nutriment. Glutamine, carnitine, c'est des choses qu'on va plutôt trouver dans les produits animaux ou dans les complémentations. Voilà, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est des choses aussi que vous pouvez trouver. J'ai fait une petite fiche gratuite que vous pouvez télécharger sur le site pour favoriser une bonne immunité et une bonne régénération de vos cellules immunitaires et avoir une action antivirale. Ça, je crois que ça s'appelle protocole antiviral ou protocole immunité. Et vous avez en fait les meilleures sources alimentaires pour chaque vitamine, minéraux. Et donc, vous pourrez retrouver ça gratuitement si vous voulez. Voilà, j'en reviens donc à ma micronutrition. Donc ça, c'est juste pour dire rapidement ce qu'on peut faire. La phycocyanine, c'est quelque chose qu'on trouve dans la spiruline, par exemple, et dans certaines algues, comme la chlorella également. Donc là, en l'occurrence, la phycocyanine, je vous en parlerai plus en détail demain, c'est génial pour stimuler la fabrication de nouvelles cellules souches. Et puis, pour les membranes, je vous parlais tout à l'heure de la communication intercellulaire, pour que les membranes de nos cellules soient bien moelleuses et que tout communique bien et que les récepteurs ils soient pompés up et qu'ils captent les signaux, il nous faut des membranes bien souples, donc il faut consommer des bonnes graisses, de bons acides gras, plutôt mono ou polyinsaturés. On parle des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9. Donc, on va parler du lin, du chanvre, de l'huile de colza, de l'huile de cameline, qui sont très riches en oméga 3. En oméga 3, on va avoir les petits poissons gras. On va avoir aussi les graines de chia, par exemple. Bref, on n'en manque pas, mais bien sûr aussi l'huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin. Tout ça, ce sont des choses qui, vierges extraites à froid, sont très bénéfiques pour notre santé cellulaire et plus particulièrement pour nos membranes cellulaires. Ok? Merci Emma, tu as mis le lien de la fiche sur l'immunité dans le chat, donc vous pouvez la retrouver. Et pour les personnes qui regardent le replay, on vous la mettra aussi. Et comment est-ce qu'on fait à savoir si on tolère les compléments alimentaires? Alors en général, au niveau des compléments, alors si on les tolère pas, déjà on le ressent d'un point de vue digestif, on est dérangé. Au niveau de la tolérance, ça s'est plié. Maintenant, est-ce que c'est efficace ou pas? Déjà, on est censé ressentir un mieux-être après 3 semaines de complémentation. Ce qui peut être très bien, c'est de jamais prendre dans tous les cas des compléments alimentaires à l'aveugle, mais c'est de doser. Par exemple, les télomères, ça se dose.
Ça se calcule, on peut voir en fait la taille de nos télomères. On peut faire une complémentation en télomérase, en astragale, voir si ça augmente. Quand on se complémente en nutriments, il est toujours important d'avoir un dosage. Typiquement, magnésium, on en manque tous, vous pouvez y aller. Oméga 3, on en manque quasiment tous, vous pouvez vous supplémenter. Vitamine D, on en manque tous, vous pouvez vous supplémenter. J'en parle dans la fiche sur l'immunité. Le fer, par contre, tout le monde n'en manque pas, et si on se complémente en fer, c'est pro-oxydant. On a vu que l'oxydation, on n'aime pas trop en matière de vieillissement. Donc, on va éviter de se complémenter à l'aveuglette et on va faire des analyses. Et si on n'y connaît rien, 2 options, soit on se forme, soit on consulte. Simple. Voilà. Il y a des avis très mitigés sur les huiles. Alors, colza, pépins de raisin, etc. Il y a des avis mitigés, mais en fait, très souvent, le problème de ces huiles, c'est déjà, est-ce qu'elles sont vierges ou est-ce qu'elles sont raffinées? Une huile de colza qui est raffinée dans une bouteille en plastique, ça jeter à la poubelle. Une huile de colza qui est dans une bouteille en verre extraite à froid, c'est déjà plus intéressant. Après, si on n'aime pas trop le colza pour X ou Y raison, on peut remplacer par la cameline ou par le chanvre. On peut consommer des graines de lin moulues, parce que les graines de lin entières sont trop abrasives pour le système digestif. On peut consommer des oméga 3 sous forme de poisson. Donc voilà, on peut vraiment alterner et faire aussi selon ce qu'on préfère gustativement parlant aussi. L'idée, c'est que ça nous plaise. Moi, par exemple, j'adore l'huile de cameline. J'ai un mal sans nom à en trouver ici au Portugal, parce que je vis au Portugal, mais j'adore le goût. Voilà. Sinon, l'huile d'olive, c'est aussi très bien. Voilà pour ça. Ensuite, on enchaîne sur le biohacking. Donc, au niveau du biohacking, là, c'est un petit résumé de tout ce que l'on peut faire pour hacker la biologie naturelle du corps et donc hacker le vieillissement naturel du corps. C'est pour ça que je dis le biohacking, l'art de rajeunir. Dans le biohacking, on va vraiment faire appel à ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. Donc, la loi de l'hormèse, c'est soumettre notre corps à un stress à condition que ce stress ne dépasse pas ses capacités adaptatives, ce qui va pouvoir le renforcer. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'exposer au froid, bain glacé, douche froide. On va l'exposer au chaud, sauna, hammam. Il faut savoir que pour que les bains froids soient efficaces, on devrait avoir une exposition moyenne hebdomadaire de 11 minutes. Ça veut dire 2-3 minutes par jour à peu près. Ça, c'est l'idéal pour vraiment tirer profit des bains glacés. Au niveau du souffle, on va avoir des hypoxies, c'est-à-dire qu'on va priver notre corps d'oxygène pendant un temps et on va l'hyperoxygéner. Si vous faites des pratiques respiratoires avec moi, par exemple dans le programme Starter avec Soma, ou vous faites des pratiques respiratoires hautes comme dans le yoga, le pranayama plus particulièrement, on a ce genre de pratique. Le fait de priver le corps d'oxygène, de l'hyperoxygéner avec de l'hyperventilation, donc là on retrouve les techniques Wim Hof, par exemple, qui a été extrêmement médiatisée, et tant mieux parce que ce qu'il propose est génial. Ça va être très bénéfique pour favoriser un bon fonctionnement mitochondrial et la régénération cellulaire. Les lampes infrarouges, pourquoi? Parce que les lampes infrarouges vont en fait émettre une lumière qui va atteindre le noyau cellulaire. Et cet infrarouge va stimuler le noyau de la cellule d'une manière bénéfique. Ça va stimuler la régénération, ça va stimuler la mitochondrie. L'entraînement fractionné à haute intensité, on l'a vu. Optimiser le sommeil, extrêmement important. On ne peut pas rajeunir si déjà on n'a pas des phases de repos dans la journée et si on n'a pas un sommeil récupérateur. On l'a vu, dormir 8-9 heures en moyenne, c'est l'idéal. Et j'enseigne des rituels dans le programme Starter, par exemple, pour vraiment optimiser notre sommeil. Donc, ne serait-ce que quand vous rentrez chez vous, pour prendre une petite douche pour passer à autre chose par rapport à votre journée de travail. Moi, j'aime bien, j'ai vraiment l'impression que ça me fait un reset énergétique. Je me change, je baisse les lumières de la maison, je mets des bougies, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont être extrêmement bénéfiques pour optimiser le sommeil. Évidemment, se couper des écrans au moins 1 heure avant, idéalement 2 heures avant. Arrêter de manger 3 heures avant d'aller se coucher pour avoir le temps de digérer et ne pas aller se coucher le ventre plein. Tout ça, ce sont des choses qui sont très bénéfiques pour améliorer le sommeil. Et ce qui est très important aussi, c'est de se lever plutôt à heure régulière, parce que c'est ce qui va naturellement réguler le cycle circadien et c'est ce qui va nous aider à nous endormir à une heure à peu près identique. Ce qui compte le plus, c'est de se lever à heure régulière. Autre chose très intéressante, l'exposition à la lumière du jour et aux rayons du soleil, que ce soit le matin ou le soir. Il faut savoir que
Les lumières bleues, les lumières des écrans, du téléphone, de l'ordinateur, va impacter notre glande pinéale et va donc moduler notre sécrétion de mélatonine. C'est ce qui fait qu'en fait, si je regarde le soir là mon écran comme je suis en train de le faire, il y a de fortes chances que je dorme moins bien parce que j'ai pris beaucoup de lumière bleue et en fait ma glande pinéale elle est en mode ok en fait il fait méga jour par là et si j'ai pas un filtre anti-lumière bleue, si j'ai pas des lunettes qui ont des filtres jaune ou rouge pour couper les lumières bleues, ça risque d'altérer la qualité de mon sommeil. Par contre, si avant de me mettre devant mon ordinateur, je vais regarder le coucher de soleil et je capte les infrarouges naturels de la lumière solaire en train de se coucher, j'envoie l'information à mon cerveau que la journée se termine. Et l'impact des écrans est réduit derrière. Et ça, c'est hyper intéressant. Idem, le matin quand je me lève, le fait de me mettre au balcon, de respirer, de faire mes exercices respiratoires avec la lumière du soleil, que ce soit nuageux ou pas, ça va être très bénéfique pour réguler le cycle circadien. Et la régulation du cycle circadien est importante dans la longévité en bonne santé, parce que plus notre cycle est régulé, plus on va avoir une optimisation de la sécrétion de nos hormones et de nos neurotransmetteurs, et moins le corps a d'efforts à faire parce que c'est régulé, plus on économise aussi le fonctionnement glandulaire. Donc, c'est des petites choses, mais qui, faites quotidiennement, ont un impact considérable sur notre santé. Une hydratation suffisante et de qualité, enrichie en hydrogène, je pourrais en reparler demain. Boire suffisamment, c'est la base. On va au moins boire une eau qu'on a purifiée. À minima, on met un bâton de charbon dans notre carafe d'eau. Et on peut aussi la dynamiser, voire mettre de l'hydrogène. L'hydrogène, il existe des systèmes aujourd'hui où on branche notre carafe dessus, ça va mettre de l'hydrogène dans l'eau. L'hydrogène est l'un des antioxydants les plus puissants qui existent. Ok, je vous en reparlerai demain. L'alimentation optimisée et supplément, donc comme on disait précédemment, avec tout ce qui est, ça c'est vraiment le truc de biohacker, en général ils prennent tous des gélules, j'en prends. Clairement, des fois je prends du Q10 par période, de la vitamine C, j'en prends surtout quand je suis malade, mais sinon après je prends des compléments alimentaires, comme je vous disais, oméga 3, vitamine D, magnésium, c'est un peu la base. Et puis tout ce qui permet aussi de stimuler le nerf vague, faire des bains dérivatifs, tout ça ce sont des choses qui vont favoriser le bon fonctionnement de notre système nerveux pour tout ce qui est stimulation du nerf vague. Donc à travers le chant par exemple, à travers les exercices où la colonne vertébrale va bouger. Il existe des petits trucs qui font vibrer le nerf vague aussi. Bon, pour moi la meilleure technique c'est le mouvement, la respiration et le chant. Et les bains dérivatifs, j'ai fait un podcast. J'ai un podcast qui s'appelle Guérir et grandir. Avant, il s'appelait Au mieux de ta forme. Aujourd'hui, c'est Guérir et grandir. Et dans ce podcast, je vous ai fait tout un épisode sur les bains dérivatifs et sur comment est-ce qu'ils permettent de travailler sur les fascias. Ils permettent une bonne circulation des graisses. Ça permet d'avoir plus de graisse brune, moins de graisse blanche. C'est aussi l'effet des bains froids. Les graisses brunes, c'est ce qui entretient un bon métabolisme. Les graisses blanches, c'est celles qui stockent les toxiques et dont on a envie de se débarrasser parce qu'elles sont disgracieuses, elles sont en surface sur le corps. Donc les bains dérivatifs aident à ça. Donc je vous invite à écouter le podcast si vous voulez en savoir plus là-dessus parce que c'est quelque chose de très simple. Regardez, je les ai là. J'ai fait mes bains dérivatifs aujourd'hui. C'est des petites poches de gel qu'on met dans l'entrejambe. Ça permet en fait d'avoir une zone de froid sur la zone pelvienne et c'est empli de bénéfices pour la santé, pour le métabolisme, pour la circulation des graisses, la circulation sanguine, lymphatique et c'est un remède hors pair pour les personnes qui sont constipées. Voilà, je vous ai fait un petit résumé. Donc, nous y voilà. Passer à la pratique. Donc, j'ai mis une photo où je suis en train de justement faire du stretching pour vous dire que tout ça, c'est bien beau. Maintenant, l'idée, c'est de le mettre en pratique. Donc, c'est ce qu'on verra demain ensemble. Vous avez déjà beaucoup de données, beaucoup d'explications sur ce qu'on a vu ce soir que vous pouvez commencer à mettre en place. N'oubliez pas, je respire profondément, je fais du sport quotidiennement. Déjà ça, c'est déjà bien. Et puis demain, pour aller un peu plus loin sur, OK, concrètement, dans nos assiettes, comment on peut faire, quelle synergie nutritionnelle je peux faire. Ça vous donne aussi un avant-goût de tout ce qu'on voit dans la formation Nutri pour les personnes qui souhaitent peut-être la faire et qui sont un peu curieux. Voilà pour ça. Donc ça, demain, rendez-vous à 20h pour parler de la mise en pratique. À quelle fréquence et durée les bains dérivatifs? On peut les faire tous les jours sans aucun problème. On va éviter quand on est très fatigué, quand on est malade. On va éviter pour les personnes qui sont dérangées durant les cycles. Moi, ça ne me dérange pas du tout, surtout quand mes cycles sont un peu faibles. Par contre, une fois que le cycle a commencé, on évite parce que sinon, ça ralentit le flux. Mais moi, des fois, je les fais
aussi parce que ça m'apporte beaucoup d'énergie. Ça a vraiment l'effet d'un expresso sur moi, les bains dérivatifs. Et quand je suis longtemps assise parce que je suis en train de travailler, je sens que ça stimule ma circulation. Donc, j'aime bien pratiquer les bains dérivatifs comme ça. Voilà. Et pour la pratique quotidienne, pour être un petit peu plus précise, on va porter la poche 1 à 2 heures minimum par jour. Donc, ça peut être le matin quand on se prépare, ça peut être dans la voiture, ça peut être à la pause déjeuner, ça peut être le soir quand on rentre, ça peut être quand on va au lit également. Moi, je les mets tout simplement quand je suis assise derrière mon ordinateur. Voilà. Et on peut faire beaucoup plus, hein, on peut faire 5-6 heures sans aucun souci. Voilà pour ça. Du coup, je vais continuer parce que si j'en reviens à notre sommaire, donc on avait passé à la pratique et puis il y avait aussi la notion de comment devenir son propre expert. Et donc, je vous en ai déjà beaucoup parlé ce soir. Je pense que ma mission numéro 1, et c'est pourquoi aussi j'ai mis cette photo, c'est de transmettre, c'est que chacun retrouve son autonomie et son pouvoir sur la santé, et c'est donc de contribuer à ça. Dans les valeurs de mon entreprise, on en a plusieurs, on a 6 valeurs très importantes, dont le fait d'avoir un esprit sain dans un corps sain, une valeur autour de l'éducation notamment, et il y a une phrase qui résume très bien en fait cette valeur, c'est l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, qui est de Nelson Mandela. Il y a aussi le fait que c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Et ça, j'avais envie de la mettre, cette phrase, parce que quand j'étais praticienne en cabinet, j'ai exercé pendant plusieurs années en Suisse, à Genève et à Lausanne. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disaient non, mais moi, franchement, nutritionnellement, ça va. Et en fait, quand elles me décrivaient ce qu'elles mangeaient, les huiles qu'elles consommaient, les produits qu'elles avaient dans leur assiette au quotidien, les quantités qu'elles pouvaient consommer, les ratios entre certains nutriments, les protéines, les sucres, les graisses, ben, en fait, ça n'allait pas du tout, en fait, parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Et mon combat, il est là. Et ce combat, c'est pas une bataille, je le fais vraiment avec amour parce que j'ai extrêmement à cœur de transmettre ce que j'ai mis des années et des années et des années à acquérir. Que ce soit par mon expérience personnelle, ça m'a demandé 10 ans, par tout ce que j'ai pu tester sur moi, par tous les livres que j'ai pu lire et par les formations que j'ai cumulées. Et ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est que ne serait-ce que pour la nutrition, je vais même pas parler de santé holistique, je vais juste parler de la nutrition. Il y a la vision diététique et ça, c'est une formation à part. Il y a l'approche naturopathique, c'est une formation à part qui m'a demandé 4 ans. Il y a l'approche écologique de l'alimentation, ça a été plein de lectures, d'études, d'aller chercher les rapports qui ont été faits par justement les professionnels, les chercheurs dans l'agroalimentaire et au niveau écologique. Il y a l'approche holistique qui m'est propre parce que je me suis vraiment rendu compte dans ma pratique personnelle et professionnelle en accompagnant les gens qu'on ne se nourrit absolument pas que de ce qu'il y a dans l'assiette et que ce qu'on va avoir au niveau émotionnel, mental, spirituel, même dans l'application mobile, je vous en parle parce que l'approche holistique de l'alimentation est fondamentale. Et donc, pour moi, il y a vraiment le fait d'accepter qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on nous a pas apprises. Et c'est vraiment pas, quand je dis ça, c'est pas bouh, flagellation. On nous l'a pas appris et il est là le problème. Et donc, ma mission numéro 1, c'est de contribuer à ça et j'espère un jour enseigner aux enfants. Mais aujourd'hui, ça passe par des formations, avant toute chose, qui sont pour les adultes et les personnes qui, elles aussi, ont envie de transmettre aux générations futures. Dans l'un des documentaires que je vous ai partagé sur la longévité, il y a une phrase qui dit « Si vous vous souciez des années à venir, éduquez les générations futures ». Et je trouve qu'il n'y a pas plus juste que ça, en fait. Et moi, ma spécialité, c'est la santé, c'est l'holisme, c'est la vision globale de l'humain, c'est lui redonner le pouvoir, c'est déconstruire le fait qu'on a toujours besoin d'un médecin et qu'il faut attendre d'être malade pour nous soigner. Au contraire, on peut rester en excellente et parfaite santé et on a pléthore de preuves. C'est avant tout une question d'hygiène de vie, d'alimentation, de tout ce qu'on a vu ce soir, en fait. Et ça, je pense que je le répéterai jamais assez. C'est pour ça que je vous invite toujours à transmettre, partager. Si je fais des masterclass gratuites, si je fais des fiches mémo, des articles, des podcasts, c'est pas pour que chacun l'écoute dans son coin, c'est pour qu'on le diffuse. Parce que c'est ça ce qui est important aujourd'hui. Et comme je vous le disais, quand on prend soin de soi, quand on s'éveille à tout notre potentiel, eh ben, on enseigne par l'exemple. Et ça a un effet ricochet sur le reste du monde. Et ça passe aussi par le partage. Donc, cette mission-là, en fait, c'est ce qui a fait que en 2020, j'ai créé IG Nutri. Je vous en ai parlé brièvement au début et pendant. Et en fait, IG Nutri, c'est ma formation mastodon. Donc là, juste pour finir cette masterclass, c'est pour les personnes qui disent « Ok, mais toutes ces connaissances, si on a envie
de devenir son propre expert en nutrition, si on a envie d'être en capacité de faire des masterclass comme je viens de la faire, en fait, ou tout simplement de bien manger pour soi, ou peut-être en tant que pharmacien, infirmier, médecin, d'avoir des connaissances claires, vérifiées en matière de nutrition, c'est IGNutri. Et donc, en très bref, IGNutri, c'est la formation pour devenir expert en nutrition préventive et holistique, et en santé préventive holistique, parce que au-delà de cette vision diététique, naturopathique, écologique, de l'approche globale de l'humain, on parle du mouvement, on parle du sport, on parle du sommeil, on parle de la gestion du stress et émotionnel dans un module dédié. Donc tous les piliers de la santé sont étudiés. C'est une formation qui est ouverte à tous. Moi, je l'ai vraiment conçue pour dire, OK, comment on fait? Parce que moi, il y a un truc qui m'énerve des fois. C'est que dès qu'on parle santé, on a l'impression qu'il faut utiliser que des mots compliqués, quoi. En fait, c'est juste insupportable. Alors que non, on peut vraiment simplifier les concepts. Et donc, pour moi, mon but, c'est de dire, je fais une formation de qualité professionnelle, mais où quelqu'un qui n'a pas fait un cours de sciences dans sa vie va tout comprendre. Voilà, donc c'est ouvert aux particuliers, aux pros. Il y a 550 études scientifiques, pardon, sur lesquelles je me suis basée pour faire cette formation, même plus. Et je suis très fière de dire que sur les 2600 élèves qu'on a, on n'a que 5 étoiles sur Trustpilot. Trustpilot, c'est un site qui permet de référencer des témoignages vérifiés. Et on a des super commentaires de plein de gens, de particuliers, de professionnels. Voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, une grande fierté, cette formation. Et je pense que c'est ma plus grande contribution aujourd'hui, parce que je vous transmets tout ce que je sais. Et je vous en parle parce que j'ai souvent eu les demandes dans la masterclass que j'ai faite sur l'inflammation. J'ai eu plein de gens après qui m'ont écrit pour dire mais comment on fait à se former, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Du coup, là, je vous en parle aussi. OK? Donc, si jamais ce sujet vous intéresse, je vous renvoie vers la page de présentation de la formation. Donc, j'ai envie de remercier avant tout mon équipe parce que tout ce que je fais, que ce soit à travers cette masterclass, à travers mes réseaux sociaux, à travers IGNutri, à travers l'Académie INGI, à travers l'application mobile, c'est grâce à eux. Je pense très fort à Edouard qui travaille plus avec moi aujourd'hui, mais qui m'a accompagnée pendant 3 ans. Il a été notre directeur opérationnel, notre co-visionnaire, j'ai envie de dire. Il a été mon bras droit pendant 3 ans. Et il a aussi énormément contribué à ce que je crée aujourd'hui. Donc j'ai une forte pensée pour lui et je sais qu'il est derrière l'écran ce soir. Et j'ai envie vraiment de mettre à l'honneur toutes ces personnes que vous voyez qui m'accompagnent. Celles qui peut-être travaillaient plus avec moi aujourd'hui, mais qui ont contribué à tout ça. Donc il y a Emma, notre manager chef des opérations, qui est là en live. Il y a Mathieu. Mathieu, si vous avez des questions sur le site, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit avec lui. C'est notre conseiller pédagogique. Quand vous faites une formation avec moi, à tout moment, vous pouvez appeler Mathieu gratuitement, lui dire j'ai du mal à m'organiser, qu'est-ce que je peux faire? Il est là pour vous. Manon, qui est content manager, qui m'aide à créer du contenu, à rédiger les mails. Rémi, éditeur, monteur vidéo. Isabelle, qui est au support sur les groupes WhatsApp. Dès qu'on fait des formations, des programmes, vous intégrez directement un groupe WhatsApp pour connecter à la communauté. Et Isabelle m'aide à répondre aux questions de tout le monde. Elle m'assiste aussi au support des questions-réponses dans les programmes de formation. Enfin, dans les programmes et les formations. Julien, qui a développé l'application IG Pocket. On a commencé à travailler dessus en 2022 et on est très content de l'avoir lancé l'an dernier. Et voilà, on a cette app dont on est hyper fiers aussi. Maxime, qui est là pour le site. Sébastien, qui est musicien. Il a fait des musiques, des sons binauraux, des fréquences sonores sur l'application mobile et il m'assiste quand je fais des immersions au Portugal. Et Quentin, qui est notre DAF, directeur administratif et financier. Donc, un immense merci à eux. Sans toutes ces personnes-là, rien ne serait possible. Et bien sûr, j'ai envie de dire un grand merci à vous parce que clairement, vous me donnez une énergie toujours incommensurable. Je ne ferai pas un tiers de tout ça si vous n'étiez pas derrière votre écran, clairement. Ça, c'est certain. Et je pense que le fait d'avoir ces masterclass, d'avoir des demandes pour du contenu, d'avoir des mises à jour à faire, d'avoir des demandes pour les podcasts, etc., c'est aussi ce qui, moi, me permet de me mettre à jour, me donne de l'énergie, en fait, et me nourrit surtout. Il faut savoir que c'est une formation qui n'est pas reconnue, parce que j'ai vu poser la question, comme un diplôme d'État, d'accord? Vous avez, si jamais, des questions autour de ça, sur la page de présentation. Le seul diplôme d'État reconnu en France, c'est le diplôme de diététicien. Que Dieu merci, je n'ai pas fait,
Parce que si je l'avais fait, je n'aurais pas pu créer cette formation, j'aurais pas pu avoir la liberté que j'ai à transmettre. Il y a les métiers de professionnels de santé en France sont dédiés à être exercés en cabinet, en clinique. C'est très contrôlé, en fait. Avec la formation que j'ai pu faire en Suisse, ça m'empêche absolument pas de vous transmettre toutes ces connaissances. Là-bas, c'est reconnu, mais Dieu merci, en France, non. Donc, moi, ce que je vous donne, en fait, c'est une formation à travers le Nutri, qui est un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre pour que vous puissiez être un ou une véritable experte en nutrition préventive, que ce soit pour vous, c'est-à-dire vous savez démêler le vrai du faux, vous comprenez tous les leviers d'amélioration de votre santé et de préservation de votre santé. Je compte plus les témoignages que j'ai reçus de femmes qui ont réussi à avoir des enfants après avoir appliqué les piliers que je leur donnais, des arrêts de maladies au niveau thyroïdien, des arrêts de prise de médicaments par rapport à des maladies thyroïdiennes, perte de poids, je crois que le max c'est 45 kilos de perte de poids, hypertension disparue, troubles cardiovasculaires disparus, normalisation au niveau des analyses sanguines pour le cholestérol, alors qu'à la base on est sur une formation de nutrition préventive. Voilà. Donc c'est juste pour dire qu'elle a un potentiel énorme, et que ce soit pour soi ou que ce soit pour transmettre, parce qu'on a envie de faire de la nutrition préventive comme je le fais moi, parce qu'on a envie d'animer des ateliers, parce qu'on a envie en tant que peut-être praticien professionnel de santé, d'avoir des connaissances abouties en nutrition, parce j'ai plein d'infirmiers, de naturopathes, de diététiciens qui se forment à IG Nutri pour mettre à jour leurs connaissances. Donc voilà, pour moi, la notion de reconnaissance de diplôme n'est absolument pas nécessaire. Ce qui compte, c'est la qualité de l'information qui est donnée. Mais vous avez un certificat, c'est-à-dire que vous avez des QCM à la fin de chaque chapitre et vous avez un QCM complet à la fin de la formation qui, s'il est réussi, vous donne une certification. Vous êtes reconnu conseiller en nutrition préventive et holistique, certifié IG Academy. Voilà pour la question. Je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, quelle est la chose la plus importante à changer au début? Alors, est-ce qu'on parle de la nutrition ou est-ce qu'on parle de tout? J'ai envie de dire, quelle est la chose pour toi prioritaire? Est-ce que tu es une personne complètement inactive? Est-ce que tu es une personne qui mange très mal, selon de là où tu regardes? Est-ce que tu es dans tous les leviers qu'on a vus, quel est peut-être celui où tu dis waouh, ça je le fais pas du tout et je vais juste commencer par ça? Même dans Nutri, je vous explique la théorie, après je vous dis ok, maintenant pause pendant 2 semaines sur la formation, voilà ce que vous allez mettre en pratique. C'est toujours théorie, pratique, théorie, pratique, théorie, pratique. Donc par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir, il est vraiment bien de se dire ok, qu'est-ce que je vais décider de mettre en pratique en premier lieu? J'en fais une routine. Et la meilleure chose à faire pour en faire une routine, c'est de l'associer à une autre routine. Par exemple, tous les matins, j'ouvre ma fenêtre, je regarde dehors. Et bien, puisque je le fais tous les matins, j'y associe de la respiration. Ou tous les matins, je me brosse les dents. Et bien, directement dans ma salle de bain, droit derrière, je me fais 10 pompes pour mettre plus de mouvement, etc., etc. Donc, on va commencer par la chose qui est la plus importante pour nous et surtout la chose qui nous semble la plus facile à mettre en place. Autant commencer par quelque chose qui est facile pour créer de la motivation, de la récompense, ça circule le système de la récompense, ça sécrète de la dopamine quand on atteint nos objectifs et ça nous motive à mettre en place d'autres choses et à persister. Voilà ce que je peux dire. Après, si c'est une question par rapport à la nutrition, par quoi on peut commencer, c'est un peu pareil. Est-ce que ton problème, c'est plutôt l'hydratation? Est-ce que tu manges suffisamment de protéines? Est-ce que tu consommes assez d'antioxydants? Sinon, ben, ajoute du pollen frais dans tes assiettes, ajoute de la levure nutritionnelle dans tes assiettes. Si tu consommes des bouteilles en plastique, de l'huile dans des bouteilles en plastique, commence juste par acheter des bouteilles en verre et acheter du sel et du sucre complet, parce qu'au moins, il y a des sels minéraux dedans. Et c'est pas des produits raffinés qui acidifient l'organisme. Voilà, ça dépend vraiment de vos regards. Je pense que demain, dans la partie pratique, on pourra peut-être voir un peu plus par quoi on peut commencer au niveau nutritionnel. Voilà. Des livres à conseiller. Alors, les amis, c'est toujours une question que j'ai vachement de mal à répondre parce qu'il y en a tellement. Puis ça dépend quoi, en fait. Ça dépend quoi. J'ai tellement de livres que je pourrais vous conseiller. Alors, au niveau déjà de la longévité, j'en ai plein. Voilà. On a le régime longévité du docteur Walter Longo.
On a le guide de la pratique de la médecine anti-âge de Claude Dalle. Là, on est vraiment sur de la médecine anti-âge, donc on n'est pas vraiment sur la longévité, on est sur de la médecine pure et dure. Comment se régénérer pour bien vieillir? Daniel Kieffer. Les livres de Marion Kaplan sont très intéressants aussi. Je trouve qu'elle a une bonne manière, on a une vision très, très, très similaire. On a fait des formations assez similaires et elle a une bonne explication de tout ce qui se joue au niveau du microbiote, au niveau de l'alimentation, etc. Donc ces livres-là peuvent être bien. Il y a le livre de Johan Naturopathe qu'il a écrit sur l'inflammation. Pareil, on a une vision très similaire qui peut être très chouette. Il y a le livre de Loïc Ternicien sur la vision quantique. Ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'aborde plus dans Nutri Pro, mais ça permet d'aller un peu plus loin par rapport à cette approche quantique de la santé. Alors, pour les personnes qui ont des soucis digestifs, côlon irritable, porosité intestinale, allez voir en priorité ma masterclass sur l'inflammation. Voilà, commencez par ça. Dans la formation, peut-être que c'est une question par rapport à la formation, mais dans la formation Nutri, il y a dans le module 3 tout un protocole de régénération intestinale et de cure intestinale. Voilà, sachez-le. Oui, pour les personnes qui se forment en naturopathie, j'ai des centaines de naturopathes qui ont fait Nutri et qui m'ont dit ça a été tellement plus facile de suivre ma formation de naturopathie. À l'inverse, j'ai d'autres personnes qui m'ont dit j'ai fait la naturopathie et j'ai enfin compris la nutrition et je sais maintenant l'expliquer de manière pédagogique en ayant fait Nutri. Allez sur Trustpilot, vous avez plein de commentaires de naturopathes qui en parlent. Donc clairement hyper complémentaire. J'ai aussi beaucoup d'infirmières aussi qui m'ont dit purée, l'anatomie physiopatho, enfin je la comprends simplement. Des trucs comme ça. Alors pour les bains dérivatifs, je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait dessus et je vous conseille à différentes marques. Moi j'ai celle de France Guélin et sinon les Bivea. C'est les moins chers et les plus... c'est clairement les moins chers et c'est tout aussi efficace. Et vu que c'est moins cher, on en achète plus. Donc même si elle dure moins longtemps en termes de froid, regardez là, c'est encore froid. En vrai, franchement, ça le fait, quoi. Voilà. Écoutez, je vais, je pense, terminer ce live. Ça fait 2h15 qu'on est ensemble. Je pense que ça fait un peu long pour tout le monde. Pour vous, il est bien tard. J'ai 1 heure en moins en Portugal, mais pour vous, il est bien tard. Je vais garder un peu de ma voix aussi pour demain soir, pour continuer sur notre lancée. En tout cas, je vous remercie de tout mon cœur pour cette masterclass ensemble, pour votre présence. Demain, on fera peut-être quelque chose d'un peu moins formel. On pourra plus échanger. Je pourrai voir vos têtes. Vous pourrez poser vos questions live. Donc, on pourra prendre ce temps-là demain aussi. Ça pourrait être très chouette. Et donc, n'oubliez pas de noter les rendez-vous demain, cas pratique à 20h heure française. Enfin, cas pratique, mise en pratique. Et jeudi, masterclass sur la présentation digitale de la formation. Voilà. Donc, obrigada. Comme on dit ici, en effet, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous d'ici demain et bonne nuit, bon repos à toutes et tous. Bye bye.